Je m'appelle Lilian Yates, et j'ai 32 ans. Dans l'univers de ma famille, je ne suis qu'une stagiaire inutile, reléguée dans un sous-sol sans fenêtre. Ce qu'ils ignorent, c'est que depuis cette cave, je contrôle un arsenal militaire, dont la valeur dépasse les milliards d'euros. Le pire moment de mon existence ne s'est pas déroulé sur un champ de bataille. Il a eu lieu au très chic club des officiers, en Virginie. Mon oncle Robert, cet homme qui m'a toujours considéré comme la ratée de la famille, se tenait là. Il riait, et me présentait à mon futur subordonné, exactement comme si j'étais une serveuse. Avec un sourire suffisant, il m'a tapoté l'épaule, avant de lancer « Sauvez cette petite, Davis. Elle a besoin d'un vrai boulot. » Il croyait sincèrement me rendre service. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui allait se passer. 30 secondes plus tard, l'homme qu'il cherchait tant à impressionner, se figerait au garde à vous. Frappé de sueur froide, il me saluerait, en employant un titre dont mon oncle n'oserait même pas rêver. Avez-vous déjà été humilié par votre propre chair et votre propre sang, devant une foule? Si c'est le cas, commentez le mot « justice ». Et si vous êtes prêt à voir l'arrogance en payer le prix, n'oubliez pas de vous abonner. Cette histoire est dédiée à tous ceux qui ont un jour été sous-estimés. Pour comprendre pourquoi cet instant, vécu au club, a eu l'effet d'une bouffée d'oxygène dans un poumon mourant, il faut remonter un peu le temps. Exactement 3 semaines en arrière, lors d'un dîner dominical, qui ressemblait davantage à un procès. Le trajet pour rejoindre la maison de mes parents, en Virginie du Nord, s'apparente toujours à une agression physique. Le calvaire commence dès la bretelle d'accès à l'autoroute I-95. La circulation, au sud de Washington DC, constitue un purgatoire à part entière. Les feux de freinage s'y étirent à l'infini, formant une véritable rivière de magma rouge. Cependant, ce n'est pas le trafic qui me nouait l'estomac. C'était l'appréhension. J'ai scruté mon reflet, dans le rétroviseur. Je portais un simple chemisier bleu marine, accompagné d'un pantalon habillé. L'ensemble était propre et professionnel. Les civils qualifieraient ce style de tenue de ville décontractée. Pour ma mère, en revanche, c'est tout simplement regrettable. Je savais d'avance, avec exactitude, ce qu'elle dirait en me voyant franchir le seuil. Elle demanderait pourquoi je ne porte pas des couleurs plus vives, des matières plus douces. Quelque chose qui, selon elle, m'éviterait d'avoir l'air si rigide. Au moment de me garer dans l'allée, en longeant la pelouse impeccablement tondue qui obsède tant mon père, mes mains devenaient moites sur le volant. J'ai pris une profonde inspiration. En humant l'air recyclé de l'habitacle, j'ai tenté de dissimuler « Phénix 1 ». J'ai refoulé le capitaine qui coordonne les frappes de drone, pour mieux enfiler le masque de « Lily », la fille éternellement décevante. J'ai poussé la porte d'entrée, et une odeur m'a frappé de plein fouet. Du roast beef. C'est le parfum par excellence du dimanche américain, n'est-ce pas? Une pièce de bœuf rôti lentement, nappée d'une sauce épaisse. Le tout, mêlé aux effluves tanniques et prononcé d'un vin rouge hors de prix, qu'on laisse respirer dans des carafes en cristal. Pour la majorité des gens, cette fragrance évoque le foyer. Pour moi, elle empeste le jugement. Lily, tu es enfin là. S'est exclamée ma mère depuis la cuisine, la voix tendue. Nous étions sur le point de passer à table. Robert tient déjà son auditoire en haleine. C'était une évidence. L'oncle Robert trônait en bout de table, alors que nous étions chez mon père. Âgé de 62 ans, cet ancien colonel n'avait jamais connu le moindre véritable combat. Pourtant, il s'exprimait avec l'assurance d'un homme, qui aurait remporté la guerre froide à lui tout seul. Il arborait un polo, dont le prix dépassait allègrement la mensualité de ma voiture. D'une main, il faisait tourner un fond de scotch, vieilli de 12 ans. Les glaçons tintaient contre la paroi du verre. Tel un métronome, ce bruit décomptait les secondes, avant qu'il ne perde inévitablement patience. La voilà, a tonné Robert, le visage déjà rougi par l'alcool. Notre fille active a enfin réussi, à s'arracher à ses piles de dossiers. Bonjour, oncle Robert, ai-je simplement répondu, en prenant place. J'ai attrapé la serviette en lin, puis je l'ai dépliée sur mes genoux. Je me suis concentré sur la texture du tissu, dans l'unique but d'empêcher mes mains de trembler. Nous évoquions justement le nouveau contrat, a poursuivi mon oncle, sans attendre ma réponse. Il a balayé la table du regard, pour s'assurer de capter l'attention de chacun. Mon père, John, restait concentré sur sa viande. Il évitait soigneusement tout contact visuel.
Il avait toujours l'habitude de se faire tout petit, dès que son frère entrait dans la pièce. Opération Desert Hammer, a fièrement annoncé Robert. Il laissait les mots rouler sur sa langue, comme s'il savourait un mets délicat. C'est une mission de conseil colossale, et je dirige le comité consultatif. Le Pentagone réalise enfin une chose. Ils ont besoin de vieux loups de mer à la barre. Pas de ces jeunes geeks, fraîchement embauchés à la sortie de l'université. Ma fourchette s'est figée, à mi-chemin de ma bouche. Desert Hammer. Je connaissais parfaitement cette opération. Et pour cause, j'avais passé les 48 dernières heures, à réécrire tous ces protocoles d'engagement. Ces fameux « geeks » dont ils se moquaient ouvertement, étaient en réalité des officiers du renseignement. Ils enchaînaient des gardes de 18 heures. Leur but ? Éviter que des hommes comme lui n'envoient des soldats à la mort à cause de stratégies militaires obsolètes. Ça semble effectivement important, ai-je glissé doucement, pour ne pas paraître agressive. Robert a ricané. Le son de sa voix était gras et profondément méprisant. C'est primordial, Lily. Nous parlons de stratégie de haut vol. Mais bon, tu n'y connais sans doute pas grand-chose. Comment ça se passe d'ailleurs, Comment dites-vous déjà ? Saisie de données ? Tu classes toujours tes petits rapports, dans ton sous-sol ? L'oxygène de la pièce a soudainement semblé s'évaporer. Ce n'est pas de la saisie, mon oncle, ai-je rectifié. Je faisais d'énormes efforts pour garder un ton neutre, mais ma frustration devenait palpable. J'évolue dans les services de renseignement. Pour être exact, nous développons les modules de soutien, dédiés aux opérations telles que... Oh, je t'en prie, arrête, m'a coupé mon père. Sans même lever les yeux de son assiette, il a piqué une pomme de terre avec sa fourchette. N'ennuie pas ton oncle avec tes histoires. Nous savons très bien que tu travailles dans un bureau. Inutile d'en faire toute une montagne. Je suis officier, papa, ai-je insisté, en haussant légèrement la voix. Je suis un capitaine, en service actif. Tu fais partie des équipes de soutien, ma chérie, s'est empressée d'ajouter ma mère, tout en remplissant le verre de son beau-frère. Elle m'a adressé un sourire plein de pitié. Il n'y a absolument aucune honte à cela. Au moins, tu bénéficies d'excellents avantages sociaux. Les frais dentaires sont hors de prix, de nos jours. D'ailleurs, ta cousine Sarah vient d'être promue directrice d'agence, à la banque. Voilà une véritable carrière. Elle a son propre bureau. Avec une jolie vue sur le parc. Une directrice d'agence. De mon côté, je commande des infrastructures, capables de raser un pâté de maison entier. Et ce, depuis une distance de 6000 km. Pendant ce temps, ma propre mère s'extasie, parce que sa nièce possède une fenêtre donnant sur un parking. Je les ai tous dévisagés. Mon père, tout d'abord, qui se recroquevillait pitoyablement sur sa chaise. Ma mère, ensuite, qui tentait désespérément de maintenir l'harmonie familiale. Et enfin Robert. Il souriait à pleines dents, tel un requin venant de humer l'odeur du sang frais. Ne t'en fais pas, Martha, a dit Robert, en agitant la main avec magnanimité. Tout le monde n'est pas taillé pour jouer dans la cour des grands. L'armée évolue. Ils ont cruellement besoin de gens pour préparer le café et ranger la paperasse. Il s'est penché en avant. Son haleine, chargée de whisky, a flotté au-dessus de la nappe. Je te propose un marché, Lily. Puisque je suis consultant sur Desert Hammer, je croiserai le colonel Davis la semaine prochaine. C'est lui qui dirige les manœuvres au sol. Je glisserai un mot en ta faveur. Je tirerai quelques ficelles. Il a marqué une pause, soignant son effet dramatique, dans l'attente de ma gratitude. Je pourrais peut-être le convaincre, de te sortir de cette cave. Je pourrais te dégoter un poste de réceptionniste, dans l'antichambre de son bureau. Ça te plairait, n'est-ce pas? Tu y rencontrerais de jeunes officiers, tout à fait charmants. Ma main s'est crispée, autour de ma lourde fourchette en argent. Je l'ai serrée si fort, que mes jointures sont devenues blanches. Le métal froid s'enfonçait douloureusement dans ma paume. J'avais une envie folle de hurler. Je voulais lui cracher au visage que ce fameux colonel Davis me rendait directement des comptes sur les canaux secrets. Je voulais renverser cette table et briser l'illusion de cette famille parfaite et accomplie. Mais je suis resté de marbre. J'ai baissé les yeux vers mon couvert en argent, qui brillait sous la lumière du lustre. L'objet était lourd,
glacial, et parfaitement poli. Il était à l'image du mensonge dans lequel nous baignons tous. « Je te remercie, oncle Robert », ai-je murmuré, les mots me laissant un goût de cendre dans la gorge. « C'est une bonne fille », a-t-il conclu, avant de s'attaquer de nouveau à sa viande. Il n'en avait aucune idée. Il n'avait absolument pas conscience de la tempête qui allait s'abattre sur lui. Le silence autour du repas s'est prolongé, pesant et étouffant. Ma main agrippait toujours cette froide fourchette, mes jointures décolorées contre le métal. Cette simple sensation physique m'a soudainement arraché à la salle à manger familiale. Elle m'a tiré en arrière, me transportant 8 ans dans le passé, à plus de 3000 km vers l'ouest. Je me suis revu dans un stade de Colorado Springs, où l'air se fait rare, et où le ciel est d'un bleu perçant et infini. C'était le grand jour de la remise des diplômes, à l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. Si vous n'êtes pas militaire de carrière, vous ne mesurez peut-être pas l'importance de cet événement. Ce n'est pas une banale cérémonie, en toge et en toque. C'est l'aboutissement de 4 années d'enfer pur. 4 années passées à se briser mentalement, pour se reconstruire en une arme plus dure, et plus tranchante. C'est le traditionnel lancer de casquette. C'est le rugissement des avions de chasse, hurlant au-dessus des tribunes, et faisant trembler le béton sous nos semelles. Je me souviens de ma position sur la pelouse du Falcon Stadium. J'étais entouré par un océan de cadets, tous en grand uniforme. L'énergie ambiante était électrique. Partout où mon regard se posait, je voyais des familles pleurer de fierté. Je voyais des pères fondre en larmes, et des mères brandir des pancartes artisanales, affichant « Nous sommes fiers de toi, lieutenant ». Je voyais mes camarades disparaître dans de chaleureuses étreintes, leurs nouveaux galons dorés étincelant sous le soleil. Et puis, il y avait ma propre famille. Mes parents avaient pris l'avion la veille au soir. Ils étaient installés dans la section VIP, évidemment, parce que mon père avait fait un chèque au fond des anciens élèves. Je me souviens d'avoir scruté les gradins avec désespoir. Je cherchais à croiser leurs regards, pour partager, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, la joie de ma réussite. Quand je les ai enfin repérés, mon père consultait sa montre. Ma mère, quant à elle, ajustait son chapeau, visiblement incommodée par la chaleur étouffante. Après la cérémonie, mes amis se sont dirigés vers de grandes fêtes dans des jardins, avec de la bière coulant à flot et de la musique forte. Mes parents, en revanche, m'ont traîné dans un restaurant de grillades guindées, au centre-ville. Il n'y avait ni ballon, ni discours festif. Nous ne pourrons pas traîner, Lilian, a annoncé mon père, en découpant son filet mignon. J'ai un petit déjeuner d'affaires avec un promoteur immobilier à Denver, demain à la 1re heure. Nous devons décoller à 8 heures tapantes. Mais, papa, ai-je balbutié, ma voix paraissant minuscule, même à mes propres oreilles. Je croyais que vous resteriez pour les soirées de remise de commission. Toute mon escadrille y participe. Nous t'avons bien vu pendant la parade, n'est-ce pas, a rétorqué ma mère, en tapotant délicatement le coin de ses lèvres avec sa serviette. Tu avais l'air très martial, sur ce terrain. Mais très franchement, toutes ces marches militaires m'ont flanqué une migraine épouvantable. Et puis, nous avons fait notre photo. Elle est déjà en ligne sur Facebook. Tout se résumait à ça. Une simple opportunité pour faire une belle photo. J'étais un trophée, fièrement exposé sur les réseaux sociaux, pour prouver au monde qu'ils étaient d'excellents parents. Mais dans les faits, j'étais assise à avaler un steak à 70 €, dans un silence de mort. Je me sentais plus seul que je ne l'avais jamais été, depuis le jour de ma naissance. Mais le véritable coup de grâce, celui qui a creusé la cicatrice que je porte encore aujourd'hui, n'a pas été porté par mes parents. Il est venu de l'oncle Robert. Il n'avait même pas pris la peine de prendre un vol pour venir. Trop accaparé par mes consultations, avait-il prétexté. À la place, une semaine plus tard, un petit colis est arrivé à ma première base d'affectation. Je me rappelle parfaitement l'excitation qui m'a envahi, en soupesant cette lourde enveloppe. Je me suis dit, enfin. Il est colonel à la retraite. Lui, il comprend. Il sait les sacrifices qu'il faut faire, pour mériter ses galons. J'ai déchiré le papier avec hâte. À l'intérieur, je n'ai trouvé aucune plaque commémorative. Aucune dague d'officier. Pas même une lettre de conseil manuscrite, écrite par un vétéran pour une recrue. C'était une vulgaire carte de vœux, achetée dans le commerce. Sur la couverture, on y voyait un dessin d'ours en peluche, tenant une mallette. Je l'ai ouverte.
De son écriture immense et saccadée, Robert avait griffonné 3 petits mots. Bonne chance, la stagiaire. En bas de la page, il avait scotché une carte cadeau Starbucks de 50 €. J'ai fixé le carton, jusqu'à ce que mes larmes brouillent ma vue. Stagiaire. J'étais sous-lieutenant commissionné de l'armée de l'air des États-Unis. J'avais survécu à un entraînement de survie en milieu hostile, à des examens académiques intenses, et à un conditionnement physique extrême. Des épreuves capables de briser la plupart des hommes, 2 fois plus jeunes que moi. J'avais solennellement prêté serment de défendre la Constitution. Pour lui, cependant, je n'étais qu'une gamine déguisée en militaire. J'étais une subalterne, destinée à apporter le café à ses supérieurs, jusqu'à ce que je trouve un bon mari et que je démissionne. Cette carte insultante est restée bien en évidence sur mon bureau, pendant des mois. Je la regardais chaque matin. Elle est devenue le résumé parfait de chaque conversation que j'avais eue avec lui. Je me suis souvenu d'un repas de Thanksgiving. J'avais 16 ans, et je venais de lui annoncer que je rêvais de devenir pilote de chasse. Il s'était mis à rire bruyamment, le visage cramoisi par le vin, exactement comme ce soir. Lily, ma grande, m'avait-il lancé, en s'adossant lourdement à sa chaise. La guerre, c'est une affaire de brutes. C'est réservé aux hommes qui défoncent des portes à coups de pied, et qui dorment dans la boue. Les femmes dans l'armée. Eh bien. Elles sont géniales pour remonter le moral des troupes. Ou pour taper à la machine. Tu ferais une excellente infirmière. Ou mieux, secrétaire pour un général. Tu pourrais ranger ses stylos. Il passait son temps à me comparer à un fantôme. Mon frère aîné, fauché dans un accident de la route quand j'avais 10 ans. Dans le monde fantasmé de Robert, mon frère serait devenu un Navy SEAL, un membre des forces spéciales, un grand héros national. Moi, je n'étais que le lot de consolation pitoyable. Le plan B de la famille, qui n'avait pas vraiment fonctionné. C'est à cet instant précis, seul dans mon appartement vide avec cette carte à la main, que j'ai eu une révélation. Je ne gagnerai jamais son respect. Je pouvais devenir général 4 étoiles, Robert continuerait de me considérer comme une recrue engagée pour des quotas de diversité. Je pouvais sauver la planète entière, mes parents ne s'en soucieraient que si cela perturbait leur réservation au restaurant. Un froid polaire s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de bien plus solide. Comme de l'acier que l'on vient de tremper dans les flammes. S'il voulait absolument me voir comme une moins que rien invisible, c'était parfait. J'allais disparaître. Je ne chercherais pas à devenir le soldat brutal et tapageur que Robert vénérait. Je ne serais pas le héros de cinéma qui se frappe le torse. J'irais m'enterrer là où, jamais, il ne pourrait me suivre. J'ai choisi les services de renseignement. J'ai choisi les salles ultra sécurisées du CIF. J'ai choisi les pièces obscures, et les écrans de satellite. J'ai opté pour un univers, où je n'avais pas besoin de peser 100 kilos pour pulvériser une cible. J'avais seulement besoin d'être plus intelligente, plus rapide, et plus impitoyable que tout le monde. Pendant que des imposteurs comme Robert se pavaneraient au club des officiers, moi, je serais tapi dans l'ombre. Je déplacerais des pions mortels sur un échiquier mondial, dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Ma poigne sur la fourchette en argent s'est détendue. Le sang a recommencé à circuler dans mes doigts gourds. Le souvenir s'est évaporé, me ramenant brutalement à la réalité de la table familiale, parmi les odeurs de viande rôtie et d'alcool fort. J'ai levé les yeux vers mon oncle. Il affichait toujours ce sourire arrogant, attendant visiblement que je le remercie encore pour son offre humiliante de secrétariat. Ils étaient tous persuadés que j'étais le mouton noir de la fratrie. La paria. Le maillon défectueux. Ils ignoraient une vérité fondamentale. Les moutons noirs sont les seuls à apprendre comment survivre dans l'obscurité totale. Et plongé dans les ténèbres, on apprend vite à remarquer les détails que les autres manquent. Avez-vous déjà traversé un moment où votre plus grand accomplissement a été raillé par les personnes censées vous encourager? Vous êtes-vous déjà senti isolé, simplement parce que vous refusiez de rentrer dans leur moule étriqué? Si vous me comprenez, si vous trépignez d'impatience de voir l'opprimé rendre les coups, cliquez sur le bouton j'aime. Commentez, je suis digne, ci-dessous, et prouvons-leur que nous ne sommes pas invisibles. Robert a avalé une nouvelle gorgée de son verre, totalement inconscient de la tempête qui couvait. Bref, a-t-il repris, en faisant claquer sa langue. Davis est très à cheval sur le protocole militaire. Ne va pas me faire honte,
Lily. J'ai esquissé un sourire forcé. Il était mince, tranchant, et glacial. Je n'y songerais même pas, oncle Robert. C'était la stricte vérité. Je n'allais pas lui faire honte. J'allais le détruire. Et je comptais bien orchestrer cette destruction depuis son pire cauchemar, cette ombre, que j'appelais désormais mon foyer. Le souvenir du couvert me meurtrissant la paume a disparu. Il a été remplacé par le toucher mat, et froid, d'un badge de sécurité biométrique de haute technologie. Mon oncle Robert qualifie mon lieu de travail de « sous-sol ». Ma mère préfère le terme de « bureau ». Dans leur esprit, ils s'imaginent une salle d'archives humide, envahie de poussière, éclairée par un néon clignotant. Ils me voient voûter sur des dossiers cartonnés, agrafant des notes pour les hommes qui accomplissent les vraies missions. La stricte réalité les pétrifierait de terreur. Je me tenais devant la lourde porte blindée du CIF, l'installation secrète pour les informations sensibles et compartimentées. Pour le monde civil, cet endroit est un trou noir absolu. Aucun téléphone portable n'y entre. Les montres connectées sont bannies. Il n'y a aucun signal extérieur. Dès que cette épaisse porte se referme dans votre dos, avec un sifflement de pressurisation, vous disparaissez de la surface du globe. Vous cessez d'exister. J'ai pressé mon pouce, fermement, contre le capteur biométrique. Une lumière verte a clignoté brièvement. Elle fut suivie par le lourd claquement mécanique des serrures magnétiques, qui se désengageaient. Je me suis glissé à l'intérieur, et l'atmosphère a muté en une fraction de seconde. Ici, la température était maintenue, perpétuellement, à 18 degrés Celsius. Cet air glacial était vital. Il empêchait les gigantesques baies de serveurs de fondre, et gardait les opérateurs en éveil, lors de leurs gardes interminables de 18 heures. L'odeur ambiante n'avait rien à voir avec le bœuf dominical ou le parfum de luxe. Ça sentait l'ozone, le café recuit, et l'odeur métallique de l'électronique de pointe. C'était mon royaume. J'ai déambulé dans l'allée centrale, dépassant les rangées d'analystes militaires. Leurs visages, fatigués, étaient baignés par la lueur bleutée de leur station à 4 écrans. La pièce entière bourdonnait. Une vibration sourde et perpétuelle, générée par les ventilateurs, évoquait le vrombissement d'une ruche en colère. « Capitaine sur le pont », a murmuré un sergent-chef, alors que je longeais son bureau. Il n'a pas fait le salut militaire. Nous ignorons ce protocole à l'intérieur du CIF en pleine opération. Cependant, il s'est immédiatement redressé sur son siège, alignant sa colonne vertébrale par respect. « Repos, sergent », ai-je ordonné, ma voix descendant naturellement d'une octave. Ici, entre ces murs blindés, je n'étais plus Lily. Je n'étais plus la nièce pitoyable, en quête d'un poste de standardiste. J'étais Phénixin. Je me suis installé dans mon fauteuil de commandement, situé au cœur de la salle. C'était une plateforme surélevée, encerclée de moniteurs géants. Ces écrans affichaient des images en direct, retransmises par des drones volant à 12 000 mètres d'altitude, au-dessus du Moyen-Orient. Rapport de situation tactique, ai-je exigé, en ajustant mon casque audio. Nous avons un visuel confirmé sur l'ensemble des cibles de l'opération Desert Hammer, a répliqué l'officier des communications sans perdre une seconde. Les flux vidéo des drones Predator sont opérationnels. Le renseignement électromagnétique signale un pic de communication suspecte dans le secteur 4. Notre équipe d'intervention au sol est à 5 minutes de la zone. J'ai scruté l'écran principal. Ce n'était pas un vulgaire jeu vidéo. C'était un flux de caméras thermiques en ultra haute résolution, braqué sur un complexe de bâtiments poussiéreux, à l'autre bout de la planète. Des formes blanches et lumineuses se déplaçaient sur un décor grisâtre. C'étaient des êtres humains. Des personnes bien vivantes, dont la survie dépendait exclusivement, des décisions que j'allais dicter dans les 10 minutes à venir. Voilà le travail dont mon oncle Robert se gaussait. Voilà ma prétendue saisie de données. Phénixin. Ici Hammer Lead. Une voix grave a crépité dans mon oreillette. C'était un colonel, un vétéran endurci par 20 années d'infanterie. Nous observons du mouvement suspect sur la ligne de crête. Je demande la permission officielle d'engager le combat. J'ai balayé frénétiquement mes moniteurs du regard. Mes yeux faisaient l'aller-retour entre l'image thermique et le calque des signaux de renseignement. J'ai soudain remarqué un détail critique, invisible pour le colonel sur le terrain. Négatif, Hammer Lead, ai-je répondu. Ma voix était parfaitement calme, plate, et n'admettait aucune réplique. Suspendez votre tir.
Je répète l'ordre. Suspendez le tir immédiatement. Phénix, j'ai des hostiles totalement à découvert, a hurlé le colonel. Le stress et l'adrénaline saturaient sa voix. Je prends l'initiative de déclencher le tir. Colonel, les jeux coupés net. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix pour imposer mon autorité. Vérifiez votre calque de données satellite. Analysez les signatures thermiques situées sur la crête secondaire. Ce ne sont pas des tireurs embusqués. Ce sont des civils non combattants, qui rassemblent leur bétail. Si vous engagez la cible principale maintenant, les tirs croisés vont pulvériser ces innocents. Vous aurez un massacre sur les bras, et la chaîne CNN diffusera la vidéo de la boucherie dès demain matin. M'avez-vous bien reçu? Un silence pesant est retombé sur la ligne radio. Une pause de plusieurs secondes, remplie de grésillements électriques. Lors des repas chez mes parents, je ne parvenais jamais à terminer une phrase concernant ma journée, sans être grossièrement interrompu. Mais ici, dans mon sanctuaire, un colonel aguerri commandant un bataillon entier, s'arrêtait de respirer. Tout simplement parce que je l'avais exigé. Bien reçu, Phénix. La voix du colonel a repris, soudainement vidée de toute son arrogance bravache. Nous annulons l'assaut. Reconfiguration immédiate de l'approche. Message bien reçu, Hammerlead. Nous allons vous guider en toute sécurité, à travers la vallée. Phénix, terminé. J'ai relâché un long soupir. L'adrénaline pompait dans mes veines, comme une double dose de caféine pure. Je me suis enfoncé dans le dossier de mon fauteuil, le cuir émettant un léger grincement. Mes mains étaient d'une stabilité absolue. Elles ne tremblaient plus d'anxiété. J'ai posé les yeux sur une petite carte plastifiée, fixée dans un coin de mon écran de contrôle. Elle ne montrait ni un chat mignon, ni un portrait de famille. C'était un extrait d'un célèbre discours de Theodore Roosevelt, l'homme dans l'arène. Ce n'est pas le critique qui compte. Ce n'est pas l'homme qui pointe du doigt le trébuchement du colosse. Le véritable mérite appartient à celui qui se trouve corps et âme dans l'arène, dont le visage est maculé de poussière, de sueur et de sang. J'ai effleuré le bord de la carte du bout de l'index. Robert adorait clamer ce texte en public. Il adorait pérorer sur la poussière et la sueur des braves. Mais ce vieil imbécile ne comprenait pas une réalité fondamentale, l'arène avait muté. Le champ de bataille ne se résumait plus à la boue et au barbelé. L'arène moderne, c'était cette pièce climatisée. C'était l'endurance mentale inhumaine, requise pour trancher sur des questions de vie ou de mort, en fixant des pixels sur un écran. C'était savoir, au fond de ses tripes, qu'une infime erreur de calcul expédierait un cercueil drapé de la bannière étoilée, sur le tarmac de la base aérienne de Dover. Robert et ses acolytes du club des officiers, s'imaginaient que le courage était forcément bruyant. Pour eux, le courage consistait à écluser du whisky hors d'âge, en se racontant de fausses anecdotes de guerre. Ils ne connaissaient absolument rien au poids silencieux, et écrasant, de tenir le destin d'une cinquantaine d'hommes entre ses doigts. Et ce, à 6000 km de distance. Changement de quart dans 10 minutes chrono, mon capitaine, a chuchoté le sergent de garde. Bien reçu. J'ai enclenché le protocole informatique de clôture, tout en rédigeant le rapport de l'incident évité de justesse. Tandis que mes moniteurs vacillaient, pour transférer le flux tactique à l'équipe de nuit, j'ai ouvert un ultime fichier sécurisé. Il s'agissait de l'organigramme décisionnel de l'opération Desert Hammer. Le fameux contrat de conseil dont mon oncle était si bouffi d'orgueil. J'ai zoomé sur le document virtuel. Là, tout au sommet de la pyramide opérationnelle, juste sous la tutelle du ministère, trônait une case surlignée. Elle indiquait clairement, Capt. Elliott, contrôleur de mission principale. Depuis mon nom, des lignes d'autorité directes cascadaient vers le bas. Elles touchaient chaque escouade, chaque véhicule, chaque décision stratégique. J'ai fait défiler la page vers le bas. Encore et encore. Tout en bas du document, relégué dans une marge en pointillé liée à l'annexe consultative civile, figurait une petite case isolée. Cette fonction n'avait aucune autorité de commandement, aucune accréditation de sécurité, et n'avait, en résumé, aucune véritable utilité. C'est à cet endroit précis que figurait le nom, Colrette, Robert Rhett. Il n'était que la décoration de l'assiette. La feuille de persil sur le plat. J'étais le chef de cuisine, qui orchestrait le repas de bout en bout. Il allait débarquer dans ce prestigieux club des officiers, gonflé d'importance. Il s'imaginerait pouvoir tirer quelques ficelles administratives pour m'aider.
Il ne réalisait absolument pas une chose. Ces fameuses ficelles qu'il pensait manipuler, étaient en réalité solidement nouées autour de mes propres doigts. J'ai fermé la fenêtre du logiciel, et l'écran a viré au noir. Dans le reflet sombre du verre, j'ai pu observer mon visage. J'étais pas la cause du manque de lumière naturelle, mes yeux étaient cernés de fatigue, et je ne portais aucun maquillage. Ma mère se serait empressée de dire que j'avais une mine épouvantable. Pourtant, ce n'est pas une stagiaire de cave que je voyais dans ce reflet. C'était un prédateur alpha, tapi dans l'obscurité, prêt à bondir. Ils aimaient se moquer de moi, simplement parce que j'étais différente. Parce que je ne correspondais pas à leur caricature archaïque du soldat. Mais depuis mes ténèbres, c'est moi qui me moquais d'eux. Parce qu'ils étaient tous désespérément identiques. Je me suis levé, j'ai glissé le dossier de Desert Hammer sous mon bras, et je me suis dirigé vers la porte blindée. Il était temps de quitter mon royaume secret, pour retourner à la mascarade du monde extérieur. Il était temps de rendre visite au général Thorne. Le moment était venu de tendre mon piège. J'ai quitté le silence pressurisé du CIF, et j'ai emprunté l'ascenseur jusqu'au 5e étage de l'édifice. Le corridor qui menait aux appartements du général Thorne, tranchait radicalement avec le reste du complexe. Les dalles de linoléum bon marché cédaient la place à une épaisse moquette industrielle, qui absorbait le moindre bruit de pas. L'air y sentait beaucoup moins l'ozone électrique. Il embaumait le vieux papier, la cire à meubles parfumée au citron, et l'arôme familier d'une cafetière en marche. J'ai toqué à la lourde porte en chêne massif. C'était l'une des très rares portes en bois véritables, dans cette forteresse d'acier et de béton armé. Entrez immédiatement, a grondé une voix caverneuse. J'ai poussé le battant. Le major général Marcus Thorne était attablé derrière un bureau, si usé qu'il semblait avoir traversé 3 conflits mondiaux. Âgé de 65 ans, Thorne était une montagne de muscles et d'autorité. Cet Afro-Américain aux cheveux coupés ras affichait un visage buriné, marqué par ces rides profondes que seules procurent des décennies de décisions impossibles. Il n'a pas levé les yeux à mon entrée. Concentré, il paraphait une montagne de formulaires avec un stylo plume. Ses gestes étaient d'une précision chirurgicale. « Capitaine Yates » a-t-il salué, en rebouchant son stylo avec un claquement sec. Il a fini par lever les yeux. Son regard, d'ordinaire dur comme la pierre, s'est très légèrement adouci. Ou devrais-je dire, la femme providentielle, qui vient tout juste de sauver mon équipe au sol d'un désastre médiatique majeur. Je me suis figé au garde à vous, serrant fermement le dossier de Desert Hammer contre mon cœur. Je n'ai fait que mon devoir, mon général. Repos, Lily, a-t-il ordonné, en désignant d'un geste de la main le lourd fauteuil en cuir, situé face à son bureau. Prenez un siège. Vous avez l'air de ne pas avoir fermé l'œil depuis mardi matin. Je m'y suis laissé tomber, le cuir poussant un long soupir sous mon poids. Ce son m'était particulièrement familier. J'avais passé bien plus de nuits dans ce fauteuil, à analyser des débriefings, que je n'en avais passé assise à ma propre table à manger. Thorne s'est levé de sa chaise. Il s'est dirigé vers une petite console dans l'angle de la pièce, où trônait une machine à café professionnelle couverte d'éraflures. Elle ne faisait pas d'espresso délicat. Elle n'avait rien d'élégant. Elle produisait un jus noirâtre, qui avait le goût de noisettes carbonisées et de kérosène. Il a rempli un gobelet en polystyrène, y a vidé 2 dosettes de sucre, et l'a déposé sur mon bureau. « Buvez ça » a-t-il exigé. Ce n'était clairement pas une suggestion amicale. J'ai saisi le gobelet. La chaleur s'est diffusée à travers la paroi, réchauffant instantanément mes doigts gelés. J'ai avalé une gorgée. Le goût était atroce. Pourtant, c'était le meilleur breuvage que j'avais ingurgité de toute la semaine. Sous le toit de mes parents, le vin coulait de carafes de cristal, valant plus cher qu'un véhicule d'occasion. Mais il était servi avec un prix à payer. Il était servi avec des remarques désobligeantes. Ici, ce misérable café de distributeur m'était offert avec une chose, que mon propre père ne m'avait jamais témoigné. Un profond respect. J'ai écouté attentivement les enregistrements radio de l'interception, a repris Thorne. Il s'est adossé au rebord de son meuble, les bras croisés sur sa large poitrine. Vous avez pris une décision redoutable en bloquant cette frappe aérienne. La grande majorité des officiers auraient laissé le colonel ouvrir le feu sans ciller. Le colonel ne voyait que sa cible principale, ai-je rétorqué, en faisant tourner le bord de mon gobelet. Moi, j'avais une vue d'ensemble du théâtre des opérations.
Des cadavres de civils ne facilitent jamais une mission, monsieur. Thorne a hoché la tête, avec une lenteur approbatrice. C'est exactement pour cela que vous êtes mon scalpel, Lily. Beaucoup d'autres se servent de masse d'armes. Vous opérez des coupes nettes. Mon scalpel. Il ne m'avait pas appelé, ma mignonne. Il ne m'avait pas rabaissé au rang de stagiaire. Il m'avait défini comme un instrument de chirurgie. Dangereuse, d'une précision mortelle, et absolument indispensable. Je vous remercie, monsieur, ai-je bredouillé, sentant une émotion serrer ma gorge. Je l'ai ravalé en avalant une nouvelle gorgée de café âcre. Bien, a tranché Thorne, son ton glissant de la bienveillance paternelle à la rigueur du commandement. Allez vite ingurgiter de la vraie nourriture, avant de vous effondrer d'inanition sur ma moquette. Mike et Sarah vous attendent dans la salle de repos. J'ai ouï dire qu'ils ont commandé suffisamment de malbouffe, pour bloquer les chenilles d'un blindé. J'ai esquissé un vrai sourire. Oui, monsieur. Je me suis hâté dans le couloir, en direction de la salle de détente de mon unité. Avant même de poser la main sur la poignée, des éclats de rire ont résonné. Mike, un a des transmissions originaires du New Jersey, doté d'une bouche qui fonctionnait plus vite que sa raison, était perché sur une table. Il agitait une frite graisseuse, comme une baguette magique. Sarah, mon officier en second, pleurait littéralement de rire sur sa chaise. Yo! Le phénix s'est enfin posé, a hurlé Mike, en me voyant entrer. Il m'a balancé un sac en papier marron. Attrape au vol. On t'a pris le sandwich au poulet ultra épicé, avec supplément cornichon. Exactement comme tu l'exiges. J'ai réceptionné le paquet, dont le fond était déjà translucide de gras. Vous avez osé commencer sans moi. On crevait de faim, chef, s'est justifié Sarah, en essuyant les larmes au coin de ses yeux. Mike menaçait de dévorer les serviettes en papier. Assieds-toi avec nous, et mange. Je me suis calé entre deux, déchirant l'emballage en aluminium. L'arôme puissant du poulet frit, mélangé aux épices cajun, a saturé la petite pièce. Nous avons englouti notre repas en discutant joyeusement. Nous n'avons pas prononcé un mot sur la mission. Nous n'avons pas mentionné les décisions lourdes de conséquences, que nous venions de valider. Nous avons préféré rire du désastreux rendez-vous amoureux de Mike, la veille. Nous nous sommes disputés pour savoir, avec ferveur, si le film Piège de cristal était réellement un classique de Noël. Nous avons pesté contre les embouteillages dantesques de la capitale. C'est à cet instant précis, cerné par des emballages froissés et des gobelets en plastique bon marché, que je les ai observés. Mike, le type qui resterait volontiers des heures après son service, juste pour traquer une erreur dans mon code informatique. Sarah, la fille qui m'avait traîné aux urgences en pleine nuit lors de ma crise d'appendicite, tout simplement parce que mes parents filtraient mes appels. C'était eux. C'était ma véritable famille de cœur. Nous ne partagions pas le moindre brin d'ADN. Ils se contrefichaient de mon arbre généalogique, ou des galons de mon oncle. Ils ne m'évaluaient que sur un seul et unique barème. Étais-je compétente dans mon métier? Étais-je une personne fiable? Et à leurs yeux, visiblement, j'avais réussi le test. Et, a chuchoté Mike, en me poussant du coude. Tout va bien, Lil? Tu ne dis plus un mot. Tout va très bien, l'ai-je rassuré, en croquant dans mon sandwich. Je suis juste un peu crevé. Alors réveille-toi vite, a rétorqué Sarah, tapotant le cadran de sa montre. Thorne exige que ton dossier soit paraphé, avant la grande conférence web de 14 heures. C'est exact. Je me suis essuyé frénétiquement les doigts. J'ai saisi le volumineux dossier de Desert Hammer, et j'ai couru vers le bureau du général. Thorne était de retour à sa place. Il m'a arraché le dossier des mains, et l'a grand ouvert. Armé de son stylo, il a minutieusement inspecté la liste des effectifs. Équipe standard, a-t-il grogné. Section logistique, validé. Appui aérien, validé. Direction du renseignement, YETS. Parfait. Soudain, la pointe de son stylo s'est immobilisée. Il a froncé le front. Ses épais sourcils se sont rejoints au-dessus de son nez, alors qu'il scrutait le bas de la page. Robert Rhett. Thorne a prononcé ce nom à haute voix. Toute trace de chaleur a disparu de son timbre, instantanément remplacé par de la glace. Il a levé les yeux vers moi, me fixant par-dessus la monture de ses lunettes de lecture. C'est bien votre oncle?
Affirmatif, monsieur, ai-je répondu, ma colonne vertébrale se raidissant. Il a été désigné comme consultant civil par l'entreprise sous-traitante. Ce n'est qu'un poste administratif. Thorne a refermé le dossier avec une lenteur calculée. Il n'a pas apposé sa signature. Il m'a fixé, et l'espace d'une fraction de seconde, j'ai perçu une inquiétude authentique dans son regard. Ce n'était pas la préoccupation habituelle d'un général envers un officier subalterne. C'était le regard d'un père, regardant sa propre fille marcher droit vers un précipice. Je connais très bien Robert, a avoué Thorne, à voix basse. Nous avons fait nos classes ensemble, dans les années 90. C'est un pur politicien planqué dans un uniforme, Lily. Il adore le prestige, mais il a le travail en horreur. Il a retiré le capuchon de son stylo, la pointe planant dangereusement au-dessus de la ligne de signature. Écoutez-moi très attentivement, Phoenix, a-t-il ordonné, en employant mon indicatif pour appuyer la gravité de ses propos. Robert cherchera à vous manipuler. Il tentera d'utiliser votre position stratégique, pour se donner un semblant d'importance. Il va traiter cette opération militaire, comme un vulgaire cocktail de son country club. D'un geste sec et rageur, Thorne a griffonné sa signature sur le document. L'encre a gratté le papier. Il a rabattu la couverture cartonnée, et a poussé le dossier vers moi. Ne le laissez pas faire, a martelé Thorne, ses yeux vrillaient dans les miens. C'est votre opération. Ce n'est pas la sienne. Ne permettez jamais que vos stupides obligations familiales viennent compromettre ma mission. Suis-je bien clair? J'ai récupéré le dossier. Curieusement, il semblait peser 3 fois son poids. C'est limpide, monsieur. Très bien, a conclu Thorne. Rompez. Je suis sorti de la pièce, mon ordre de mission dûment signé à la main. La chaleur réconfortante de mon café, ainsi que les éclats de rire de la salle de repos, me semblaient désormais appartenir à une autre vie. Thorne avait visé juste. Je m'étais érigé un sanctuaire indestructible entre ces murs. Un refuge où j'étais estimé, et en sécurité. Et Robert débarquait avec la ferme intention de tout saccager. Je me suis avancé vers les ascenseurs, serrant le dossier à m'en blanchir les jointures. Je ne le laisserai pas triompher. Ces gens étaient ma vraie famille. Cet endroit était ma vraie maison. Et je comptais bien les défendre contre n'importe quel envahisseur. Même s'ils partageaient mon sang. Les portes coulissantes de l'ascenseur se sont fermées, étouffant les bruits de la salle de repos. L'espace de quelques instants, bercé par l'odeur du poulet frit et les boutades de mes collègues, j'avais eu le luxe d'oublier. J'avais oublié qu'au-delà de l'enceinte fortifiée du Pentagone, un homme considérait mon engagement militaire, non pas comme un sacerdoce patriotique, mais comme son petit tremplin de réseautage personnel. La paix, dans les rangs de l'armée, est une pure utopie. Néanmoins, l'ennemi se trouve généralement à des milliers de kilomètres. Il ne se manifeste pas par la vibration d'un iPhone dans votre poche de pantalon. BZZZZ, BZZZZ. Le bruit a cisaillé le silence feutré du corridor, telle une alerte à la bombe. Ce n'était pas un simple appel entrant. C'était une avalanche de notifications en rafale. J'ai dégainé mon téléphone. L'écran s'illuminait d'une cascade d'alertes provenant de ma boîte mail personnelle. Toutes portaient la signature du même expéditeur. L'appelant, Robert Rhett. Rhett. Mon estomac s'est tordu violemment. Il n'avait aucun droit de m'écrire durant mes heures de service. Pire encore, il n'avait aucune autorisation légale d'employer ma messagerie personnelle, pour traiter d'affaires classifiées. J'ai déverrouillé l'appareil, et j'ai cliqué sur le tout premier message. Ma mâchoire s'est contractée avec une telle force, que j'en ai ressenti une douleur aiguë. La ligne d'objet était rédigée en lettres capitales. Elle semblait me hurler au visage depuis l'écran. Ajustement tactique urgent pour l'opération Desert Hammer. Mes pas se sont figés. Je suis resté pétrifié au beau milieu du couloir, hypnotisé par ce texte. Il avait eu l'audace d'envoyer ces données sur ma boîte civile. Comble de l'incompétence, il avait placé en copie mon adresse militaire officielle, celle qui n'est pas sécurisée pour les documents classifiés. Il venait d'enfreindre un protocole fédéral majeur, avant même d'avoir fini de boire son premier café du matin. J'ai ouvert le corps du mail. Le texte était formaté comme le manifeste d'un illuminé. Aucune formule de politesse, aucune courtoisie d'usage. Juste de gros pavés de texte, tapés dans une police exagérément grande.
Certains mots étaient hurlés en majuscules, pour soi-disant souligner leur importance. Lily débutait son message. J'ai épluché les notes préparatoires de l'opération de déploiement. J'ai constaté que tu as ordonné aux drones de surveillance de tourner dans un circuit d'attente à très haute altitude. C'est une erreur monumentale. À ma grande époque, nous devions avoir le nez sur le terrain. J'exige que tu fasses redescendre les appareils à 4500 mètres. Nous devons prouver à ces barbares que nous ne plaisantons pas fait du vacarme. Mets-leur la trouille de leur vie. Une bouffée de chaleur fulgurante m'a empourpré le cou. Ce n'était pas seulement de la gêne familiale. C'était un sentiment d'effroi purement professionnel. À sa fameuse, grande époque, les drones de l'armée n'étaient que de ridicules avions miniatures, sur lesquels on scotchait des caméras. De nos jours, les redoutables MQ-9 Reaper que je pilotais, étaient des bijoux de technologie furtive. Les faire plonger à 4500 mètres d'altitude n'effraierait aucun combattant ennemi. Cela exposerait simplement une machine de 40 millions d'euros, à la merci du premier missile anti-aérien tiré à l'épaule. C'était une mission suicide. C'était d'une bêtise incommensurable. Et cet abruti laissait des preuves écrites de son incompétence. J'étais à 1 millimètre d'appuyer sur la touche corbeille, lorsque mon téléphone s'est remis à vibrer avec frénésie. Cette fois, c'était un appel vocal. L'écran affichait « Papa ». J'ai fixé l'identification de l'appelant. Mon père ne me contactait strictement jamais pendant ma journée de travail. Il vivait dans la terreur d'interrompre mes affaires importantes. Sauf, de toute évidence, lorsque les affaires importantes en question portaient le nom de Robert. J'ai balayé l'écran pour décrocher, et je me suis réfugié dans une petite alcôve isolée, tout près des toilettes. Capitaine Yates à l'appareil, ai-je annoncé, gardant un ton froid et clinique. Lily, a répondu mon père. Sa voix tremblait d'une angoisse palpable. Dieu soit loué, tu décroches enfin. Ton oncle Robert cherche à te joindre de toute urgence. Il affirme t'avoir expédié des directives vitales, et tu l'ignores totalement. Papa, ai-je soufflé, en me massant douloureusement la tempe. Je suis actuellement sur mon lieu de travail. Je suis au beau milieu d'une opération militaire. Robert n'a pas le droit de m'inonder de mets pour me prodiguer ses astuces tactiques. Ce n'est qu'un consultant civil. Il ne possède pas la bonne accréditation de sécurité et, pour être tout à fait franche, il ne maîtrise absolument pas son sujet. Allons, Lily chérie, a roucoulé mon père. Il utilisait exactement le même ton condescendant que lors de mon adolescence, lorsque je refusais obstinément d'enfiler une robe. Ne fais pas ta tête de mule. Robert cherche simplement à te tendre la main. Il s'est vanté hier au club, que c'était pratiquement lui qui orchestrait toute cette mission. Il a précisé qu'il te laissait gérer les formulaires administratifs. Pour que tu puisses te sentir vaguement impliqué dans le projet. Me sentir impliqué. Ces mots m'ont frappé au visage, avec la force d'une brique. J'étais aux commandes de la totalité du dispositif de renseignement de la région. J'étais la seule personne qui maintenait les hommes du colonel Davis en vie. Et pendant ce temps, Robert racontait à tous nos cousins de Virginie, que je n'étais que sa petite secrétaire améliorée. Il a carrément confié à tante Martha, que tu rangeais ses dossiers dans des classeurs, a poursuivi mon père, totalement sourd à mon silence pesant. Il fait tout cela pour ton bien, ma puce. Il veut que tu fasses belle figure devant le grand colonel Davis. Fais un effort, écoute-le, d'accord ? Réponds à son courrier. Contente-toi d'écrire « Merci pour vos conseils, oncle Robert ». Ça ne va pas te tuer d'être un peu poli, tout de même. Il faut que je raccroche, papa, ai-je lâché, ma voix vibrant d'une rage que je peinais à contenir. Lily, jure-moi que tu ne feras pas d'esclandre au club ce soir. Notre famille a une réputation à tenir. J'ai coupé la communication. Je n'ai pas fracassé l'appareil contre le mur. Je ne pouvais pas me le permettre. Cependant, j'ai pressé le bouton rouge de fin d'appel avec une violence telle, que j'ai fissuré le verre de l'écran. J'ai inspiré de toutes mes forces, tentant de convoquer le sang-froid légendaire de Phénix 1. Ne lui accorde aucune importance, me suis-je répété. Ce ne sont que des parasites. Reste concentré sur la véritable mission. Mais les parasites n'avaient pas dit leur dernier mot. Ping. Une nouvelle alerte email. Celle-ci arborait le petit drapeau rouge, priorité absolue. Je l'ai ouvert, la nausée montant dans ma gorge.
Objet, modification d'horaire impérative. Lily, informe immédiatement Davis que je décale le briefing stratégique de vendredi à 8 h du matin. J'ai pu réserver un parcours de golf exceptionnel au Army Navy Country Club. Pour 10 heures précises. Je veux emmener ce bon vieux Davis jouer sur les 9 derniers trous. C'est sur le gazon que les vrais contrats se négocient, ma jolie. Pas dans ton petit bureau miteux. Débrouille-toi pour que ça colle. Ton oncle Bob. J'ai scruté le message, jusqu'à ce que les lettres dansent devant mes yeux. Il ordonnait de décaler un briefing de guerre critique. Une réunion au sommet, où nous allions définir les périmètres de tir croisés pour 3000 combattants. Tout cela, parce que monsieur voulait taper dans une balle blanche. Il désirait transformer la préparation d'un conflit armé, en une vulgaire partie de flagornerie. Cela dépassait le simple stade de l'agacement. Ce n'était plus une querelle de famille banale. C'était devenu un danger mortel. Robert traitait l'armée américaine, comme on traite un club de vacances. Il considérait la hiérarchie, comme un vulgaire marqueur social. La guerre n'était pour lui qu'une simple toile de fond, destinée à brosser son ego démesuré dans le sens du poil. Et moi, je n'étais à ses yeux que la petite domestique, payée pour plier les serviettes de sa réception. Si j'acceptais de déplacer cette réunion de commandement, le colonel Davis perdrait de précieuses heures de préparation tactique. Si j'acceptais de faire descendre mes drones en altitude, nous perdrions des équipements vitaux. Robert n'était plus un simple oncle embarrassant. Il était devenu une menace stratégique. Il agissait comme un virus informatique rongeant le système. Et si je ne le plaçais pas en quarantaine immédiate, il finirait par provoquer la mort d'innocents. J'ai pesé mon téléphone dans le creux de ma main. Il me semblait lourd, dangereusement lourd. Comme une grenade dont on viendrait d'arracher la goupille. Durant 32 années, j'avais joué à la perfection le rôle de la gentille petite nièce. J'avais accepté de manger à la table des enfants. J'avais souri poliment lorsqu'ils me rabaissaient. J'avais mastiqué leur foutu roast-beef, et j'avais avalé leurs remarques blessantes, comme on avale un sirop amer. Mais je ne siégeais plus à leur table dominicale. J'étais au cœur du Pentagone. C'était mon territoire de chasse. C'était ma guerre. Je n'ai rédigé aucune réponse à son email délirant. Je n'ai pas non plus rappelé mon père pour lui présenter mes excuses. J'ai fourré le téléphone dans la poche de mon uniforme. J'ai lissé le tissu de ma chemise, vérifiant machinalement l'alignement parfait de mes boutons militaires. D'un geste vif, j'ai plaqué une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille, la fixant fermement. Mon réservoir de patience venait de se vider intégralement. La vieille mélancolie que j'éprouvais, celle de l'éternel mouton noir de la famille, s'était dissipée. Elle avait été pulvérisée par une clarté mentale incandescente. J'ai tourné les talons avec précision, mes semelles réglementaires frappant le linoléum dans un rythme martial et menaçant. Je ne retournais pas déguster mon sandwich en salle de repos. Je ne retournais pas non plus dans la fraîcheur du CIF. Je marchais, d'un pas déterminé, en direction du bureau du général Thorne. Robert voulait jouer au petit soldat ? Soit. Mais il omettait un détail crucial dans son équation. Dans le grand jeu de la guerre, on n'envoie pas un amateur de golf affronter la colère d'un phénix. J'ai arpenté les couloirs à grandes enjambées. Pour la toute première fois de mon existence, je me fichais éperdument de provoquer un scandale. J'allais tracer une frontière nette dans le sable, et je le mettais publiquement au défi de la franchir. Le long couloir tapissé qui menait aux appartements du général Thorne, me parut bien plus interminable que d'habitude. Mes pas, cependant, ne faiblirent pas une seule seconde. Autrefois, l'idée de marcher vers une confrontation directe avec un supérieur hiérarchique, ou un membre de mon clan, aurait suffi à me faire trembler de la tête aux pieds. J'aurais gaspillé le trajet entier à répéter mentalement un flot d'excuses, cherchant par tous les moyens à arrondir les angles. À rester la fille docile, qui refuse de faire des vagues. Mais l'opérateur Phénix 1 ne présente pas d'excuses, lorsqu'il s'agit de défendre son périmètre de sécurité. Je n'ai pas frappé timidement à la porte, cette fois-ci. J'ai cogné le bois de chêne massif, de 3 coups secs, sonores et empreints d'autorité. Entrez, que diable, a aboyé Thorne, depuis son fauteuil. Je me suis introduite dans la pièce. Le général se tenait debout près de la baie vitrée, observant les flots de la rivière Potomac. Il a pivoté à mon entrée, et ses sourcils broussailleux se sont légèrement haussés. Il a dû remarquer, immédiatement, la métamorphose de ma posture.
La façon dont mes épaules s'étaient redressées. La manière dont ma mâchoire était verrouillée. Cette fois-ci, je ne lui apportais pas un gobelet de café infect. Je lui apportais les copies imprimées des emails délirants de Robert. Capitaine, a lancé Thorne. Il avait parfaitement jaugé le changement d'atmosphère. Qu'avez-vous à me soumettre? Je n'ai pas perdu une seconde en vaine civilité. Je me suis avancé jusqu'à son bureau. J'y ai claqué les feuilles de papier, les lissant d'une paume ferme et délibérée. Mon général, je viens officiellement déposer un rapport d'infraction. Il concerne une violation majeure de notre sécurité opérationnelle, ainsi qu'une violation de la chaîne de commandement. Ces infractions ont été commises par un consultant civil, sous contrat, ai-je déclamé. Ma voix était d'une stabilité à toute épreuve. Elle était vidée de la moindre particule d'émotion. C'était la voix glaçante que j'employais, pour ordonner une frappe mortelle. Thorne a saisi les documents. Il a chaussé ses lunettes de lecture, et a parcouru des yeux le premier email. Celui rédigé en majuscules rageuses, exigeant que je fasse chuter l'altitude de nos drones furtifs. Il a ensuite balayé la seconde page, contenant l'exigence ubuesque de reporter un briefing militaire, pour pouvoir honorer une réservation de golf. Son visage s'est assombri à vue d'œil. Les profondes rides marquant le contour de sa bouche, se sont creusées pour former un rictus de pur dégoût professionnel. Cet abruti veut décaler un briefing du renseignement, a lu Thorne à voix haute, son timbre devenant bas et menaçant. Tout cela, parce qu'il a réservé un départ de golf au club Army Navy. Affirmatif, monsieur, ai-je rétorqué. De surcroît, il essaie de transmettre des directives tactiques à nos forces en service actif, en utilisant des canaux de communication non sécurisés. Il traite l'opération Desert Hammer comme s'il s'agissait d'un gala de charité. Thorne a jeté les feuilles sur son sous-main. Elles ont glissé sur le bois ciré, s'immobilisant à 1 centimètre du vide. Il a retiré ses lunettes, et s'est massé nerveusement l'arête du nez. Je vous avais prévenu que cet homme n'était qu'un politicard, a grommelé le général. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi stupide. Il a planté son regard dans le mien. Je peux ordonner la résiliation immédiate de son contrat, d'ici la fin de la journée, Lily. Je peux exiger que la police militaire l'escorte manu militari, hors de cette base. Il ne remettra jamais les pieds au Pentagone de sa vie. C'était une proposition extrêmement tentante. Je pouvais mettre un terme définitif à ce cirque, à la seconde même. Je pouvais l'effacer de l'équation. Cependant, les images de nos repas de famille ont rejailli dans mon esprit. J'ai revu cette misérable carte adressée à « la stagiaire ». J'ai repensé à la scène humiliante de la veille, où il m'avait présenté au colonel Davis comme une œuvre de bienfaisance. Si le général Thorne le licenciait dans la discrétion, Robert s'empresserait de réécrire l'histoire à son avantage. Il clamerait sur tous les toits qu'il avait préféré démissionner de lui-même, accusant l'armée d'être devenue trop molle ou incompétente. Il se poserait en martyr de la nation. Il conserverait le contrôle total de sa légende personnelle. Ce sera non, monsieur, ai-je répondu sèchement. Thorne a écarquillé les yeux, sincèrement surpris. Non, monsieur. Si vous le renvoyez discrètement aujourd'hui, il ne tirera aucune leçon de cette affaire, ai-je poursuivi, d'une voix glaciale. Il doit comprendre, une bonne fois pour toutes, que son grade appartient au passé, tandis que le mien est pleinement actif. Il doit comprendre, avec une absolue clarté, qui commande réellement cette opération militaire. Thorne s'est calé au fond de son fauteuil. Un sourire lent, particulièrement féroce, s'est dessiné sur ses lèvres. Il a croisé ses bras massifs sur sa poitrine. Quelle est votre stratégie, capitaine? Le protocole militaire exige la tenue d'un ultime briefing de préparation, juste avant le déploiement des troupes, ai-je expliqué. En règle générale, nous organisons cette réunion dans notre salle de conférence sécurisée. Mais étant donné que monsieur Rhett apprécie tout particulièrement les mondanités du club des officiers de Virginie. Le sourire carnassier de Thorne s'est élargi. Il avait saisi le plan en une fraction de seconde. Vous souhaitez organiser ce briefing de commandement, directement sur son terrain de jeu, a demandé le général. Il veut désespérément faire le spectacle, monsieur. Je suggère que nous lui offrions une véritable représentation. Présence obligatoire exigée. Uniforme de cérémonie complet de rigueur. Tous les commandants d'unité devront être présents. Y compris le colonel Davis en personne. Thorne a hoché la tête à plusieurs reprises.
Une franche lueur d'approbation brillait dans ses yeux. Mettez votre plan à exécution. Envoyez immédiatement l'ordre de convocation. Rappelez à ce pitre à quoi ressemble le sommet d'une vraie chaîne de commandement. Phénix. À vos ordres, monsieur. Je me suis retourné, et j'ai regagné mon poste de travail. Je ne ressentais plus la moindre poussée d'adrénaline. Je ne ressentais plus que la concentration froide, calme, et terrifiante d'un prédateur ayant enfin acculé sa proie. Je me suis assise face à mon terminal sécurisé. J'ai ouvert le modèle informatique officiel, dédié au mémorandum de l'armée. Je n'ai pas rédigé de petits mots polis. Je n'ai pas demandé si l'horaire convenait à son précieux agenda. J'ai tapé, froidement, mémorandum pour les archives officielles. Objet, briefing de prédéploiement à caractère obligatoire. Lieu, club des officiers de Virginie, salle de bal principale. Date et heure, dimanche, 18h. Tenue exigée, uniforme de cérémonie complet. Présence obligatoire pour l'ensemble du personnel d'état-major supérieur, et les conseillers civils accrédités. J'ai ajouté une clause spécifique au bas de la page, surlignée en caractères gras, toute absence non justifiée sera considérée comme une rupture unilatérale de contrat, et un manquement grave aux devoirs militaires. J'ai inséré le colonel Davis dans la liste des destinataires. J'ai inclus le général Thorne. Et pour terminer, j'ai ajouté l'adresse de Cole Rhett, alias Robert Rhett. J'ai laissé mon index planer, quelques secondes, au-dessus de la touche entrée. C'était l'instant de vérité. Une fois ce message expédié, il n'y aurait plus de marche arrière possible. J'abattais publiquement ses cartes. Je transformais sa petite sauterie mondaine en un véritable tribunal de guerre. J'ai appuyé sur envoyer. Je me suis laissé glisser dans mon siège, et j'ai patienté. Il ne lui a fallu que 12 petites minutes. Mon téléphone personnel a vibré en saccade sur mon bureau. C'était un SMS de Robert. Je m'en suis emparé, en m'attendant à affronter un torrent de fureur. Je m'attendais à ce qu'il écume de rage, parce que j'avais osé programmer une réunion formelle, un dimanche soir. Mais en lisant le contenu du message, un petit rire sec, dénué de toute joie, s'est échappé de ma gorge. Bien reçu ton invitation, ma grande. Excellente initiative. Le club apporte la touche de classe qui manquait, c'est largement mieux que ta cave. Je vais m'assurer que Davis comprenne bien que c'était mon idée. Depuis le début. Tâche de porter quelque chose de joli pour l'occasion. Pourquoi pas cette robe rose que ta mère t'a offerte? Ne va pas me faire honte devant les garçons. Il n'avait absolument pas lu l'entête militaire du document. Il n'avait pas vu la mention « briefing obligatoire ». Il n'avait lu que le lieu de rendez-vous. Il s'imaginait que je capitulais. Il pensait que j'avais enfin accepté mon rôle de gentille petite secrétaire de direction. Que je lui réservais la salle de ses rêves, pour qu'il puisse y tenir sa cour et s'y vanter de ses exploits imaginaires. Il marchait, d'un pas guilleret, droit vers un peloton d'exécution. Et l'imbécile prenait le temps de réajuster le nœud de sa cravate, en se mirant dans le canon des fusils pointés sur lui. J'ai reposé le téléphone sur la table. J'ai fixé l'écran inerte, contemplant mon propre reflet dans le verre sombre. Je n'y voyais pas du tout la grande gamine dont il parlait avec tant de condescendance. Je voyais une femme qui avait consacré 10 longues années de sa vie à s'aiguiser méticuleusement pour devenir une arme de guerre. Une arme qui attendait patiemment qu'une bataille, n'importe laquelle, vienne enfin frapper à sa porte. Un verset, appris par cœur à l'école du dimanche, a refait surface depuis les tréfonds de ma mémoire. Ma mère m'obligeait à le réciter, pour me calmer lorsque j'étais terrorisé par le noir. Aujourd'hui, il revêtait une signification tout autre. J'ai chuchoté les mots dans le silence de mon bureau, ma voix n'étant qu'un léger souffle. Tu dresses devant moi une table, en face de tous mes adversaires. Robert exigeait qu'on lui dresse une table. J'allais lui en offrir une, somptueuse, et je lui servirais un plat qui lui resterait définitivement en travers de la gorge. Le piège était désormais armé. La proie avait mordu à l'appât avec gourmandise. Il ne me restait plus qu'à déclencher le mécanisme. Nous croisons tous la route d'un Robert. Quelqu'un qui a la bêtise de confondre votre silence respectueux avec de la faiblesse, et votre inépuisable patience avec de la soumission. Mais ces gens-là omettent toujours un détail fondamental. La personne la plus silencieuse de la pièce est très souvent celle qui dissimule tous les atouts mettre dans sa manche. Si vous trépignez de voir le piège se refermer avec fracas,
si vous voulez voir l'arrogance crasse se faire broyer par la compétence brute, cliquez sur ce bouton j'aime. Confirmez-le dans les commentaires, en tapant « Je suis prêt ». Entrons, tous ensemble, dans ce fameux club des officiers. Ce dimanche soir-là s'est abattu avec une chaleur lourde et une humidité stagnante. Une météo poisseuse qui pesait sur tout l'État de Virginie, comme une épaisse couverture détrempée. Je me tenais debout, immobile, devant la penderie grande ouverte de ma chambre. Je fixais un cintre suspendu au centre de la tringle. Il soutenait la robe que ma mère m'avait offerte, lors des fêtes de Noël. Elle était de couleur, rose saumon, comme elle prenait soin de me corriger. Taillée dans une mousseline de soie vaporeuse, elle arborait un décolleté prude, et une jupe fluide qui bruissait délicatement à chaque pas. C'était la robe idéale, pour parader lors d'une fête de charité printanière. C'était une tenue imaginée pour une femme, dont la plus grande angoisse existentielle, était de savoir si sa salade de pommes de terre manquait de mayonnaise. C'était très exactement la tenue que Robert exigeait que je porte. Porte quelque chose de joli, m'avait-il ordonné par SMS. Ne me fais pas honte. Dans leur dialecte, joli était un synonyme de douceur. Cela signifiait être docile, malléable. Cela désignait une femme qui avait l'élégance de se fondre dans les motifs du papier peint, pendant que les hommes de la famille débattaient des sujets d'importance. La sonnerie stridente de mon téléphone a brutalement brisé le silence de mort de mon appartement. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran lumineux. Maman. Je savais pertinemment pourquoi elle me contactait. Il était 16h30. Le grand briefing était prévu pour 18h. Elle venait faire l'inspection des préparatifs. J'ai fait glisser l'icône de réponse verte. Bonjour, maman. Lily, ma chérie. Sa voix était saccadée, trahissant sa nervosité chronique. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien en train de te préparer. Ton père et moi sommes déjà sur la route, en direction du club. Robert fait le trajet dans notre voiture. Il est d'une humeur massacrante, mais très excité. Je suis justement en train de me préparer, ai-je répondu, les yeux toujours rivés sur le tissu rose. Parfait. As-tu bien pensé à défroisser cette robe saumon, avec le fer à vapeur? Tu sais à quel point cette pauvre mousseline se froisse pour un rien. Et je t'en supplie, Lily. Applique un peu de rouge à lèvres. Pourquoi pas cette jolie teinte corail? Tu avais une mine si maladive la dernière fois. Elle a soudainement baissé le volume de sa voix, comme pour me confier un secret d'État. Robert m'a glissé que le colonel Davis viendrait accompagné de plusieurs officiers de son état-major personnel. Des hommes célibataires, Lily. Des commandants au gradé. Ne trouverais-tu pas merveilleux de rencontrer un homme, qui comprenne ton mode de vie particulier, mais qui soit capable de prendre soin de toi? Prendre soin de moi. Comme si je n'étais qu'un bibelot en porcelaine fêlée, qui nécessitait qu'on le recolle avec précaution. Comme si je n'avais pas guidé des bataillons entiers, à travers des crises meurtrières qui feraient sangloter ces fameux commandants célibataires. Je serai prête à l'heure, maman, ai-je coupé, d'un ton monocorde. Je vous retrouverai sur place. Ne prends juste pas cet air si renfrogné et sévère, ma chérie. Fais un effort, souris, au moins pour faire plaisir à ton père. J'ai raccroché la ligne. J'ai dévisagé la robe rose, une toute dernière fois. J'ai tendu la main, et j'ai effleuré la douceur du tissu du bout des doigts. C'était incontestablement doux. C'était totalement inoffensif. Si je faisais le choix de porter ce vêtement, je franchirais les portes de ce club, j'irais m'asseoir sagement au fond de la salle, je siroterais un thé glacé, et je laisserais Robert me pavaner, en me présentant comme sa petite nièce paumée, qui suppliait pour obtenir un poste de standardiste. Je serais parfaitement en sécurité. Je serais follement aimé de ma famille. Et je serais définitivement rayé de la carte. J'ai agrippé violemment le cintre en plastique. D'un mouvement sec, brusque et chargé de rage, j'ai repoussé la robe rose, pour l'écraser tout au fond de la penderie. Les cintres voisins se sont violemment entrechoqués, dans un cliquetis métallique qui rappelait le son d'une épée que l'on dégaine de son fourreau. J'ai plongé le bras dans les profondeurs du placard. J'ai atteint la section obscure, protégée par une épaisse housse à vêtements noirs. J'ai tiré sur la fermeture éclair. L'odeur m'a sauté au visage instantanément. Un cocktail musclé d'amidon industriel, de produits chimiques de pressing, matiné d'une senteur âcre de carburant d'aviation brûlé et d'ozone électrique. C'était ma véritable combinaison de vol.
La dotation standard des forces armées. D'un vert sauge profond, tissé en fibre nomex ignifugée, et d'une fonctionnalité absolue. Ce vêtement n'avait rien de doux ou de gracieux. Il avait été ingénieusement conçu, pour vous maintenir en vie à l'intérieur d'un cockpit en flammes, tout en vous permettant d'encaisser 9 jets de pression. Je l'ai extraite de sa housse. Il ne s'agissait plus ici d'une simple séance d'habillage coquet. C'était un rite initiatique solennel. C'était comparable à l'acte d'enfiler une lourde cotte de maille, à la lueur des flambeaux, avant de chevaucher dans la nuit pour affronter la bête. J'ai glissé mes jambes dans la combinaison. Le tissu dense et rêche a raclé ma peau. Un contact rude, mais infiniment rassurant. J'ai remonté la lourde fermeture éclair sur mon torse. Zip. Le bruit métallique fut net, tranchant, et définitif. J'ai vérifié mon allure dans la glace. L'alignement militaire de ma tenue, la parfaite symétrie entre ma fermeture éclair et la boucle de ma ceinture, était irréprochable. Je me suis assise au bord de mon matelas, pour lasser mes chaussures. Il ne s'agissait pas des escarpins délicats et fragiles que ma mère m'implorait de chausser. C'étaient de massives bottes de combat noires. Elles étaient lourdes, et polies avec un tel acharnement, qu'elles offraient une brillance miroir. Une surface étincelante, dans laquelle on pouvait presque contempler sa propre terreur. Je les ai lacées avec une force inouïe, tirant sur les cordons en nylon, jusqu'à ce que le cuir épais grince de protestation. Venaient ensuite les détails cruciaux. Les insignes qui séparent définitivement un vulgaire déguisement d'Halloween, d'un uniforme militaire officiel. J'ai saisi mes insignes de grade. 2 barres d'argent massif, signifiant le rang de capitaine. Je les ai solidement épinglés sur mes épaulettes. Ils ont capté la lumière blafarde de la fenêtre, scintillant dans la pénombre comme 2 étoiles de glace. J'ai récupéré mon écusson patronymique, affichant Yacht en lettres majuscules. Je l'ai vigoureusement scratché sur ma poitrine gauche. Et pour finir, la pièce maîtresse, l'écusson de mon épaule droite. C'était un écusson de forme circulaire, minutieusement brodé de fils rouges et dorés. En son centre, un oiseau mythologique majestueux renaissait de ses propres flammes. Ses ailes étaient déployées dans toute leur envergure, figeant un hurlement de défi éternel. Juste au-dessus de l'emblème, mon indicatif de combat était brodé, Phénix. Je l'ai claqué contre la bande velcro de mon bras. Scratch! Je me suis contemplé dans le grand miroir en pied de ma chambre. La gamine blafarde et hésitante, qui écoutait religieusement les critiques passives-agressives de sa mère, avait été volatilisée. L'insignifiante stagiaire de cave avait disparu. La femme qui me soutenait le regard à présent, était une officière redoutable de l'armée de l'air des États-Unis. Ma chevelure était tirée en arrière, nouée en un chignon strict, sévère, et parfaitement réglementaire. Pas le moindre cheveu ne dépassait, aucune once de douceur n'était tolérée. La peau de mon visage était nue, impitoyablement débarrassée de ce ridicule rouge à lèvres corail. Je n'avais pas l'air d'une jolie poupée. J'avais l'air d'une femme extrêmement dangereuse. J'ai marché d'un pas lourd jusqu'à ma commode, pour y récupérer mes lunettes de soleil. Des lunettes d'aviateur à la monture métallique classique. Je les ai glissées sur l'arête de mon nez, masquant mon regard. J'ai attrapé mon trousseau de clés de voiture, ainsi que l'épais dossier cartonné contenant l'ordre de convocation obligatoire. J'ai quitté mon appartement. Les lourds talons de mes bottes militaires martelaient l'allée en béton de la résidence, produisant un son sourd et puissamment rythmique. Boum, boum, boum. Le trajet routier jusqu'au luxueux club des officiers de Virginie a duré 40 minutes. J'ai laissé l'autoradio éteint. Je n'avais aucune envie d'écouter de la musique. Je ressentais un besoin vital de silence absolu. J'ai filé sur l'autoroute IO395, m'insérant avec agressivité dans le flux de la circulation. Mes mains agrippaient fermement le volant, en position 10h10. Mon estomac enchaînait les sauts périlleux. Mon cœur tapait frénétiquement contre ma cage thoracique, tel un oiseau sauvage pris au piège. J'étais rongé par la terreur. Soyons parfaitement clairs sur un point. Je ne redoutais aucunement l'idée d'un combat physique. Je ne tremblais pas le moins du monde à l'idée d'affronter le redoutable colonel Davis. J'avais une peur panique de lui. De Robert. Cet homme s'était imposé comme le géant terrifiant de ma vie, depuis ma plus tendre enfance. Il était la voix tonitruante qui monopolisait les repas de Thanksgiving, couvrant les paroles de tous les autres convives. Il incarnait la figure d'autorité suprême, qui m'avait répété inlassablement que je n'étais pas assez compétente, pas assez brillante,
pas assez forte. Oser s'opposer à lui frontalement, c'était comme tenter d'enfreindre une loi fondamentale de la physique. Cela me paraissait profondément contre nature. En négociant le virage qui menait à l'immense allée bordée d'arbres centenaires du club des officiers, j'ai aperçu l'imposante bâtisse en briques rouges. Avec ses gigantesques colonnes immaculées et ses haies taillées au millimètre, elle ressemblait à s'y méprendre à une fastueuse maison de plantation sudiste. Cela ressemblait, à tous égards, au quartier général d'un club de vieux garçons ultra privilégiés. J'ai garé ma modeste berline, en l'intercalant avec insolence entre une Mercedes rutilante et un SUV Lexus. J'ai coupé le contact. Le silence est retombé dans l'habitacle, lourd et assourdissant. Mes mains tremblotaient, juste un peu. Une très légère vibration au bout des doigts. J'ai fermé les paupières. J'ai repensé au récit biblique que ma grand-mère me racontait jadis. Pas le célèbre psaume 23, cette fois-ci. Mais l'épopée du jeune berger David. David avait refusé de revêtir la lourde armure du roi Saül. Elle l'écrasait de son poids. Elle n'était pas faite pour lui. Il était parti affronter le géant avec les seules armes qu'il maîtrisait. Une fronde de cuir, et 5 pierres parfaitement lisses. J'ai baissé les yeux pour contempler ma combinaison de vol en omex. Ce vêtement était ma fronde. L'indiscutable vérité, contenue dans ce dossier classifié, constituait mes 5 pierres. Tu n'es plus sa petite nièce effacée, aujourd'hui, ai-je murmuré en fixant le rétroviseur central, scrutant le mouvement de mes propres lèvres. Tu n'es plus la petite fille de John. Tu n'es plus la grande déception de Martha. J'ai pris une gigantesque inspiration, remplissant mes poumons d'air. Je l'ai retenu pendant 4 secondes exactes, puis j'ai expiré lentement, sur le même décompte. Respiration tactique de combat. Tu es l'opérateur phénixin, et tu as le feu vert absolu pour engager la cible. J'ai poussé la portière de la berline. L'air poisseux et saturé d'humidité de Virginie m'a frappé de plein fouet, mais aucune goutte de sueur n'a perlé sur mon front. L'armure en omex m'enveloppait fermement, me protégeant du monde extérieur. Je suis sorti de la voiture. J'ai claqué violemment la portière derrière moi. J'ai réajusté la monture de mes lunettes de soleil sur mon nez. J'ai verrouillé mon véhicule, et j'ai entamé la longue procession vers les colonnes blanches du majestueux perron. Je n'ai pas baissé les yeux vers le sol. Je n'ai pas jeté un seul regard en arrière. J'ai marché droit vers le géant qui m'attendait, en serrant ma pierre, prête à frapper. Les doubles portes monumentales du club des officiers de Virginie étaient taillées dans un acajou massif. Elles étaient polies et lustrées avec tant de soin, qu'elles offraient un éclat rougeâtre et profond. Ce vernis reflétait, à la perfection, la lumière dorée projetée par les lustres de cristal de l'entrée. Elles étaient d'une lourdeur oppressante. Elles avaient été spécialement conçues pour barricader le monde ordinaire à l'extérieur, tout en confinant l'élite sociale à l'intérieur. Je les ai repoussées de mes 2 mains. Le mur de son m'a violemment percuté en premier. Un maelstrom de bruit mondain. Le bourdonnement grave et satisfait des rires d'hommes de pouvoir. Le tintement sec, clair et répétitif des verres en cristal qui s'entrechoquent pour trinquer. Le murmure suave, et feutré, d'un orchestre de jazz jouant un standard, quelque part en toile de fond. L'air était saturé de fragrance. Ça sentait l'eau de Cologne hors de prix, les fauteuils en cuir vieilli, et l'odeur riche, grasse et savoureuse des côtes de bœuf tranchées. J'ai posé le bout de ma botte sur l'épaisse moquette cramoisie du hall. La vaste salle de bal n'était qu'un océan mouvant de smoking noirs de coupe italienne, d'uniformes de cérémonie bleu marine étincelant de médailles, et de robes de cocktail ruisselantes de paillettes. C'était un kaléidoscope éblouissant de richesse insolente, et de statut social affiché. Et au milieu de tout cela, il y avait moi. J'étais une tache vert sauge, incongrue, jetée sur une toile de maître immaculé. Le tissu technique en omex de ma combinaison de vol absorbait goulûment la lumière ambiante, refusant obstinément de la refléter. Les lourdes semelles crantées de mes bottes de combat produisaient un bruit sourd, et menaçant, sur le sol. Un contraste saisissant, et presque vulgaire, avec le léger claquement des talons aiguilles, et le frottement discret des chaussures de ville vernies. Des dizaines de têtes ont pivoté dans ma direction. Les conversations animées ont subitement vacillé. J'ai physiquement ressenti les yeux de toute l'assemblée glisser sur mon uniforme. Certains regards trahissaient une confusion totale. D'autres, un amusement non dissimulé. D'autres encore, une offense profonde et outrée. Je n'ai établi le moindre contact visuel avec ces gens. J'ai conservé mon regard aveugle derrière mes verres fumés,
fermement verrouillé sur le côté opposé de la gigantesque salle de bal. C'est là, près du grand bar ouvert, qu'un large rassemblement d'hommes s'était agglutiné. Je l'ai repéré instantanément. L'oncle Robert tenait sa cour, entouré de ses fidèles courtisans. Il paradait, tel un paon, au centre absolu d'un cercle d'officiers supérieurs. Il avait une main nonchalamment fourrée dans la poche de son pantalon. L'autre gesticulait de manière ample et théâtrale, maniant un lourd verre de scotch comme un accessoire de scène. Il riait à gorge déployée. De ce rire fort, gras, et retentissant, qui signalait invariablement à son auditoire qu'il s'apprêtait à relater une histoire fabuleuse, dont il serait l'incontestable héros. Mon père, John, se tenait humblement en retrait, légèrement derrière lui. Il hochait la tête avec un enthousiasme pathétique, à chaque syllabe prononcée par son frère aîné. Ma mère complétait le tableau. Elle portait sa fameuse robe corail flamboyante, et jetait des regards anxieux et désespérés en direction de la porte d'entrée. J'ai fendu la foule pour marcher vers eux. Les invités ont semblé s'écarter de ma trajectoire, d'une manière presque instinctive. Non pas par respect pour mon rang, mais par une sidération totale et absolue. Ils ignoraient totalement ce que je représentais. Étais-je un pilote de chasse, qui venait de s'éjecter en catastrophe de son cockpit? Étais-je un mécanicien qui s'était perdu dans le mauvais bâtiment? Je m'estoppais net, à moins d'un mètre du cercle d'admirateurs de Robert. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai dit au général en chef, s'égosillait Robert. Si vous désirez que le boulot soit fait dans les règles de l'art, vous devez m'envoyer l'artillerie lourde. Il a avalé une bruyante gorgée de sa boisson ambrée, puis a pivoté sur lui-même. C'est là qu'il m'a aperçu. Son sourire triomphant ne s'est pas effacé. Il a instantanément caillé sur son visage, comme du lait tourné. Ses yeux ont furieusement scruté mon allure, des pointes de mes bottes jusqu'à la monture de mes lunettes de soleil. Son expression, qui baignait dans l'autosatisfaction, a brutalement basculé vers une irritation pure, brutale, et sans le moindre mélange. Lily, a-t-il craché. Sa voix était suffisamment puissante pour couvrir les notes des saxophones. Te voilà enfin. Il s'est extirpé de son cercle de spectateurs, réduisant la courte distance qui nous séparait. Il s'est penché vers mon visage, abaissant la voix jusqu'à un murmure dur, féroce. Son haleine empestait le scotch bon marché, et l'agacement le plus profond. Mais qu'est-ce que tu portes, bon sang de bonsoir? Je t'avais donné l'ordre de t'habiller correctement. Tu as l'air d'une vulgaire mécanicienne d'entrepôt. J'arrive tout droit de mon service actif, ai-je rétorqué, d'une voix glaciale et inébranlable. De ton service, a ricané Robert, d'un air méprisant. Rester planté sur une chaise au fond d'un sous-sol, ce n'est pas du service, ma grande. C'est faire du secrétariat. Il a poussé un lourd soupir de martyr, secouant la tête avec une exaspération théâtrale. Bref, tu es là, maintenant. Essaie au moins de te rendre utile. Mon verre est complètement à sec, et le colonel Davis meurt de soif. Fonce nous chercher un grand pichet d'eau glacée, et de quoi nous resservir à boire. Avec un peu de chance. Les barman penseront que tu fais partie du personnel de nettoyage embauché pour la soirée. Il a tourné les talons pour faire de nouveau face à son groupe de flatteurs, me faisant signe d'avancer d'un geste dédaigneux de la main. Il me traitait comme un simple accessoire comique. Messieurs, un instant d'attention, a claironné Robert, irradiant de satisfaction. Je souhaite ardemment vous présenter ma charmante nièce, Lilian. C'est la petite dont je vous parlais plus tôt. L'assemblée masculine a pivoté comme un seul homme, pour me dévisager de haut en bas. Parmi ces officiers, se trouvait un visage que j'ai reconnu en une fraction de seconde, grâce au trombinoscope du dossier classifié. C'était le colonel James Davis. Il était légèrement plus trapu que Robert, avec une chevelure poivre et sel coupée à la brosse. Ses yeux clairs semblaient avoir été témoins de scènes d'horreur, que Robert ne faisait que feuilleter dans des romans de gare. Il portait son grand uniforme bleu marine. Sa poitrine était lourdement constellée de rubans de campagne militaire. Voici Lilian, a poursuivi Robert. Il a lourdement laissé tomber sa main sur mon épaule, tentant de m'écraser sous son poids paternel et dominateur. C'est une très gentille fille, qui tente désespérément de trouver sa voie au sein de l'armée de l'air. J'essaie d'ailleurs de lui dégoter un petit poste peinard, dans votre antichambre, Davis. Vous savez bien. Répondre au téléphone. Classer des rapports sans importance. Elle a cruellement besoin d'une main ferme pour la guider dans la vie. Robert a poussé un gloussement gras.
C'est un peu un chantier en construction, cette petite, mais elle a de bonnes intentions au fond. L'air de la vaste salle de bal a semblé geler instantanément, transformant l'oxygène en glace. Le colonel Davis n'a pas laissé échapper le moindre rire. Il n'a même pas esquissé un rictus poli. Ses yeux d'acier, qui affichaient un ennui courtois une seconde auparavant, se sont soudainement, et violemment, aiguisés. Son regard n'était pas fixé sur mon visage impassible. Il ne prêtait aucune attention à la logorrhée de Robert. Il fixait mon épaule droite. Le temps a ralenti sa course, jusqu'à s'arrêter presque totalement. Je pouvais entendre le cliquetis individuel de chaque morceau de glace, fondant doucement dans le verre vide de Robert. Je pouvais percevoir l'inspiration coupée, et terrifiée, de ma mère, figée à 3 mètres de notre groupe. Le regard acéré du colonel Davis était irrémédiablement verrouillé sur l'écusson rouge et or, fermement scratché sur la manche de ma combinaison de vol. L'oiseau de feu, le phénix mythologique, renaissant fièrement de ses flammes brodées. L'indicatif suprême, phénixin. Le visage rubicond du colonel Davis s'est vidé de ses couleurs. La transformation s'est produite si instantanément, qu'on aurait cru que quelqu'un venait de retirer le bouchon d'une cuve. Son teint buriné par le soleil est viré au gris cireux, pâle comme celui d'un cadavre. Ses paupières se sont écarquillées de manière disproportionnée. Ses pupilles se sont dilatées à l'extrême, frappées par l'onde de choc d'une stupéfaction authentique. Et soudain, la lueur de la reconnaissance absolue a traversé son regard. Il a examiné l'écusson de commandement, puis il a levé les yeux vers mon visage. Il a scruté la monture de mes lunettes de soleil. Il a déchiffré l'insigne patronymique collé sur mon torse. Yates. Robert, a grondé Davis. Sa voix n'avait plus rien du murmure enjoué des conversations mondaines. C'était devenu un ordre militaire aboyé sur un champ de bataille. Retirez immédiatement votre main de son épaule. Robert a cligné des paupières, plongé dans une confusion totale. Quoi, Jim? Mais enfin, je fais simplement les présentations. J'ai dit, retirez votre putain de main du capitaine, a rugi Davis. Robert a bondi en arrière, titubant comme s'il venait d'être gravement brûlé. Il a reculé de 2 pas, la mâchoire pendante, les yeux exorbités. Le colonel James Davis. L'homme influx que Robert prétendait couver sous son aile protectrice. Ce commandant charismatique, qui dirigeait d'une main de fer 3000 soldats surentraînés au sol. Cet homme a accompli un geste qui a plongé la salle de bal entière, dans un silence de cathédrale. Il a redressé sa colonne vertébrale, avec la raideur d'un piquet. Il a violemment claqué ses talons l'un contre l'autre. Le son sec, brutal et distinct, a résonné en écho sur les lattes du parquet en bois dur. Il a bombé le torse, redressé ses épaules bardées de médailles, et il a salué. C'était l'exécution d'un salut militaire parfait, d'une netteté irréprochable. Le salut de respect absolu, et d'allégeance inconditionnelle, d'un officier subordonné envers son supérieur hiérarchique direct, au sein de la chaîne de commandement opérationnel. Capitaine Yates, a bafouillé Davis. Sa voix grave tremblait très légèrement. Je vous prie de m'excuser. Je ne savais absolument pas, le silence qui écrasait la pièce, était devenu d'une densité étouffante. L'orchestre de jazz avait cessé de jouer la moindre note. Le joyeux tintement des verres de cristal avait pris fin. Les centaines de pères dieux de l'assemblée, étaient désormais rivés sur notre petit groupe. Robert dévisageait le visage du colonel Davis, puis le mien. Un rire de bête traquée, désespéré et totalement confus, bouillonnait dans sa gorge serrée. Jim, qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est juste Lily. C'est la stagiaire de la famille. Davis ne lui a même pas accordé l'aumône d'un regard. Il a gardé ses yeux d'acier fermement verrouillés sur les miens, la main droite toujours levée, figée en un salut réglementaire. C'est phénixin, a murmuré Davis d'une voix sourde. Ce nom de code portait un tel poids, une telle charge de gravité, qu'il a chassé le peu d'oxygène restant dans la pièce. C'est le contrôleur de mission en chef, de l'opération Desert Hammer. Avec une lenteur calculée, j'ai levé ma main droite, et j'ai rendu son salut au colonel. Le geste fut net, sec, et porteur d'une autorité définitive. Colonel Davis, ai-je prononcé. Ma voix était basse, sans le moindre tressaillement. Mais dans le silence de mort qui nous entourait, elle a résonné avec la force d'un coup de pistolet. Repos. Il a abaissé sa main avec la rapidité de l'éclair, la plaquant le long de sa cuisse,
tout en restant figé au garde à vous. J'ai saisi la monture de mes lunettes de soleil, les retirant pour dévoiler mon regard, avant de les plier avec une lenteur délibérée. J'ai fixé Robert. Son visage était devenu d'une pâleur de linceul. Sa bouche s'ouvrait et se fermait pathétiquement, comme un poisson agonisant hors de son bocal. Il a cherché du secours du regard. Il a dévisagé mon père, qui me regardait avec des yeux écarquillés, comme si des ailes majestueuses venaient de pousser dans mon dos. J'ai détourné le visage, tournant délibérément le dos à l'oncle Robert. J'ai fait face au colonel Davis, pour reprendre le contrôle de la situation. « Colonel » ai-je entamé, mon ton redevenant strictement professionnel, et d'une froideur polaire. J'ai reçu un email particulièrement troublant de la part de ce consultant, concernant le briefing tactique de demain matin. J'avais la très nette impression que notre emploi du temps militaire avait été altéré, dans le seul but de s'accommoder d'une vulgaire partie de golf. Davis a violemment tressailli, de grosses gouttes de sueur froide perlant sur son front dégarni. « Mon capitaine, on m'a affirmé, par le biais du consultant civil ici présent, que c'était vous qui aviez personnellement exigé ce changement de planning. Qu'il s'agissait d'une impérieuse nécessité administrative. Je vois très bien de quoi il retourne, ai-je glissé, laissant mes mots flotter lourdement dans l'air chargé de tension. Permettez-moi d'être d'une clarté absolue, colonel. Mes appareils de frappe décollent à 6 heures tapantes. Vos hommes d'infanterie se mettent en route à 6h30 précises. Il n'y aura aucune partie de golf. Il n'y aura aucun brunch mondain. Il y a la guerre. Monsieur. Vos hommes sont-ils parés à recevoir ma couverture aérienne, ou dois-je immédiatement rediriger le soutien des drones, vers une unité qui prend ses ordres au sérieux? Nous sommes prêts à 100%, mon capitaine, a rugi Davis. Ces décennies d'entraînement militaire avaient repris le dessus, balayant le décorum du club mondain. Tous mes hommes sont préparés et équipés. Nous n'attendons plus que votre feu vert opérationnel. Nous bougeons à la seconde où vous donnez l'ordre de bouger. C'est parfait, ai-je conclu. Je me suis retourné lentement vers Robert. L'homme semblait rétrécir physiquement, s'affaissant sur lui-même. Il paraissait devenir de plus en plus minuscule. Son arrogance légendaire, ses fanfaronnades de comptoir, sa morgue de vieux copain intouchable. Tout ce vernis s'était évaporé en un clin d'œil. Il ne restait derrière ce masque qu'un vieillard pathétique, petit et terrorisé, qui s'agrippait à un verre de scotch devenu tiède. « Robert » ai-je dit d'une voix neutre. « Je ne lui ai pas donné du « oncle ». Je ne lui ai certainement pas donné du « colonel ». Je l'ai réduit à son simple prénom. « Robert. Je crois comprendre que vous devez aller me chercher un pichet d'eau glacée. » Il m'a dévisagé. Son teint blafard a brusquement viré à un rouge foncé, marbré de plaques de stress. Il a cherché du soutien autour de son petit cercle d'admirateurs. Mais les autres hommes, les officiers de haut rang qui buvaient ses paroles, le fixaient désormais avec des expressions oscillant entre la pitié navrée et le dégoût le plus total. Dans la culture militaire, usurper le mérite des autres est considéré comme un péché capital. Mais revendiquer effrontément l'autorité sur l'opérateur de renseignement qui protège votre propre vie, c'est une faute impardonnable. Il n'a pas pu prononcer une syllabe. Il en était physiquement incapable. C'est bien ce que je pensais, ai-je tranché, sans appel. J'ai jeté un ultime regard au colonel Davis, validant la fin de notre échange. Je vous retrouverai demain, à 6h00, sur le canal de communication sécurisé, colonel. Tâchez de ne pas être en retard. Oui, mon capitaine. Ce sera fait. J'ai tourné les talons avec une précision mathématique. Les épaisses semelles de mes bottes de combat ont pivoté sur le tapis onéreux, le marquant de leur empreinte. Je me suis éloigné, le buste droit. Derrière moi, le silence fut déchiré par un bruit fracassant. Le lourd verre de cristal venait de glisser des doigts engourdis de Robert, pour se fracasser en 1000 morceaux sur le sol. Mais je n'ai pas daigné jeter un regard en arrière. Le phénix avait pris son envol, et les cendres de mon oncle étaient déjà en train de refroidir. Le fracas du verre de cristal se brisant contre le parquet, a semblé résonner dans la salle pendant une éternité. C'était un point de ponctuation sec, et d'une violence inouïe. Il marquait la fin définitive de la phrase du règne social de Robert. Pendant un long instant, personne n'a esquissé le moindre geste. Le whisky répandu a lentement imbibé le tapis perçant hors de prix. Cette tache sombre et poisseuse,
qui s'élargissait à vue d'œil, reflétait à la perfection la soudaine et vilaine souillure, étalée sur la réputation de Robert. Il a baissé les yeux vers le verre brisé en éclats. Puis, il a levé un regard affolé vers le visage de marbre du colonel Davis. Il a ensuite scruté le cercle des hommes qui, il y a 5 petites minutes à peine, étaient pendus à ses lèvres avec admiration. Le visage de mon oncle n'était plus qu'un masque de déni désespéré et frénétique. Il a laissé échapper un rire nerveux. Un son humide et haletant, qui a grincé misérablement contre le silence absolu de la salle de bal. Jim, a balbutié Robert. Il a écarté les mains devant lui, dans un geste pitoyable de décontraction forcée. Allez, mon vieux, regarde ta tête. Tu prends toute cette histoire beaucoup trop au sérieux. J'étais juste. Je m'amusais un peu avec la petite. Tu sais très bien comment ça se passe en famille. C'était juste une petite pique affectueuse pour l'endurcir. Il a promené son regard paniqué tout autour du cercle. Ses yeux passaient de visage en visage, implorant silencieusement l'aide d'un allié. Il suppliait que quelqu'un, n'importe qui dans cette salle, lui offre un sourire complice pour le valider. N'est-ce pas, messieurs? C'est juste une blague de mon oncle farceur. Lily sait très bien que je plaisante. Allez, dis-leur, Lily. Il a pivoté vers moi, les yeux gorgés de supplication. Pour la toute première fois de mon existence, j'y ai lu de la peur. Pas une vulgaire peur de la douleur physique. Mais la réalisation terrifiée d'un pervers narcissique, qui sent que les projecteurs se détournent brutalement de lui. Je ne lui ai pas répondu un traître mot. Je n'ai même pas scié. Je suis resté planté là, inébranlable. Ma combinaison de vol, d'une sévérité implacable, tranchait avec le décor des smokings, tandis que je savourais le spectacle de son effondrement. Le colonel Davis a fait un pas lourd en avant, brisant le cercle. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas perdu son flegme. Son ton était calme, posé, et tranchait l'air ambiant comme une lame de rasoir fraîchement aiguisée. Une blague, a répété Davis, articulant le mot comme s'il avait un goût de poison dans la bouche. Vous pensez réellement que la chaîne de commandement militaire de ce pays est une blague, Robert? Non. De toute évidence, vous n'en avez que faire. Davis a haussé le ton, juste ce qu'il fallait pour que sa voix porte jusqu'au badaud mondain, qui s'agglutinait à proximité pour écouter la scène. Vous n'avez pas daigné la présenter comme étant mon officier supérieur. Vous n'avez pas daigné la présenter comme un capitaine décoré, de l'armée de l'air des États-Unis. Vous l'avez traînée dans la boue, en la présentant comme une vulgaire stagiaire. Lentement, Davis a levé un index accusateur, le pointant vers la poitrine de Robert. Ce n'était pas une agression physique, mais Robert a reculé avec effroi, comme s'il venait d'être poignardé. Vous vous teniez là, fier comme un coq, a fulminé Davis. En sirotant votre scotch tranquillement, vous avez sciemment, et publiquement, humilié un officier supérieur devant ses subordonnés, en pleine préparation de combat. Dans notre institution, nous appelons cela une conduite indigne d'un officier. Nous appelons cela un manque de respect caractérisé envers l'uniforme que vous avez porté. Et pour être tout à fait franc, Robert, cette attitude me retourne l'estomac. Les mots du colonel ont flotté dans l'air, suspendus comme une sentence de cour martiale. Conduite indigne. Dans le laxisme du monde civil, les insultes ne sont que des mots qui s'envolent. Mais dans la culture militaire stricte qui imprégnait les murs de ce club, cette expression était l'équivalent d'une condamnation à mort. Cela signifiait, aux yeux de tous, que vous manquiez totalement d'honneur. Cela signifiait que vous étiez banni. Que vous n'étiez plus l'un des nôtres. J'ai observé l'onde de choc se propager à travers la pièce, comme un tsunami silencieux. Les officiers debout près de Robert, ces mêmes hommes avec qui il adorait jouer au golf, avec qui il trinquait bruyamment, devant qui il se vantait inlassablement, ont commencé à bouger. Ils n'ont pas fait le moindre esclandre. Ils n'ont poussé aucun cri. Ils se sont, tout simplement, écartés de lui. Un commandant a jeté un regard faussement intéressé à sa montre, et lui a tourné le dos. Un lieutenant-colonel a saisi délicatement le coude de son épouse, pour la guider vers le buffet à l'autre bout de la pièce. Un groupe de sous-traitants de la défense, qui trépignait d'impatience de serrer la main de Robert une minute plus tôt, a soudainement trouvé les moulures du plafond absolument fascinantes. C'était l'exécution d'une mise au ban sociale en bonne et due forme. Froide, brutale, et d'une efficacité chirurgicale. Robert s'est retrouvé planté tout seul, au centre du cercle imaginaire.
Les murs de l'ostracisme se refermaient sur lui. Dans un mouvement de panique, il a croisé le regard de mon père. « John » a couiné Robert, la voix brisée et suppliante. « Je t'en prie, dis-leur. Dis-leur que j'ai toujours aidé cette fille. » Mon père, John Yates. L'homme qui avait gâché 60 années de son existence, à se cacher peureusement dans l'ombre écrasante de son frère aîné, a regardé Robert. Puis, il a lentement tourné la tête vers moi. Il a regardé l'écusson phénix flamboyant, brodé sur mon épaule. Il a regardé la façon dont le colonel Davis, un homme de pouvoir qu'il craignait et respectait profondément, se tenait au garde-à-vous rigide devant sa propre fille. Pour la toute première fois de mon existence, mon père ne s'est pas précipité, la queue entre les jambes, pour arranger les choses. Il ne s'est pas excusé à ma place pour mon comportement. Il a baissé les yeux avec dignité sur ses chaussures cirées. Il a pris une longue gorgée de son vin rouge, et s'est détourné de son frère, pour de bon. Robert était totalement abandonné. L'épave a de nouveau tourné ses yeux larmoyants vers moi. Lily. C'était le grand moment. L'instant cathartique que j'avais fantasmé, et répété dans ma tête des milliers de fois, depuis l'âge de 16 ans. J'avais le pouvoir de lui hurler dessus. J'avais le pouvoir de faire la liste exhaustive de chaque insulte crachée, de chaque anniversaire oublié, de chaque fois où il avait pris plaisir à me faire me sentir minuscule et incompétente. J'aurais pu hurler à plein poumon, à propos de cette ignoble carte de stagiaire. J'aurais pu exiger des excuses publiques, à genoux. Mais en le regardant dans cet état transpirant à grosses gouttes, le visage écarlate, empestant l'alcool rassis et le désespoir le plus crasse, j'ai réalisé une vérité lumineuse. Il n'était pas le monstre invincible de mon enfance. Il n'était qu'un petit homme profondément triste, aigri, qui devait impérativement écraser ses proches pour avoir l'illusion de se sentir grand. Lui hurler dessus, ne ferait que me rabaisser à son niveau de médiocrité. Un phénix majestueux ne s'abaisse jamais à combattre un ver de terre. Il s'envole, haut dans le ciel, tout simplement. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Je l'ai toisé, droit dans les yeux, pendant une longue et très lourde seconde. Je lui ai laissé le temps de lire toute la pitié du monde, dans mon regard. Je lui ai fait comprendre, de la plus cruelle des manières, que son opinion n'avait plus la moindre valeur dans mon univers. Puis, dans un geste de dédain absolu, j'ai tourné la tête vers le colonel Davis. « Nous avons une énorme quantité de travail à abattre demain, colonel, » ai-je dit, reprenant mon ton de commandement. « Allez vous reposer. Vous en aurez besoin. »« Oui, mon capitaine, » a répondu Davis avec respect. Je me suis retourné. J'ai commencé à marcher en direction des doubles portes de sortie. La salle de bal était toujours noire de monde. Il y avait plus de 200 personnes de la haute société agglutinées. Habituellement, se frayer un chemin dans une telle foule mondaine, oblige à zigzaguer, à esquiver les serveurs, et à marmonner, excusez-moi, une bonne douzaine de fois. Mais rien de tout cela, ce soir. Dès que mon premier pas a claqué sur le sol, la foule s'est écartée. Le mouvement de recul a commencé par le groupe des officiers accoudés près du bar. Ils m'ont vu arriver vers eux, et ont reculé d'un pas sec, créant un large couloir d'honneur. Ensuite, les invités civils ont fait exactement de même, ressentant physiquement le changement de gravité de la pièce. C'était une image biblique, comme la mer Rouge s'écartant pour laisser passer Moïse. À ma gauche, je suis passé devant une table occupée par de jeunes lieutenants. Ils ont immédiatement cessé de boire, et se sont levés d'un bond à mon passage. À ma droite, l'épouse distinguée d'un général 4 étoiles, a incliné la tête dans un geste silencieux, et appuyé, de profond respect. Ils ne voyaient plus la mécanicienne en bleu de chauffe. Ils admiraient le contrôleur de mission. Ils rendaient hommage à la femme d'action, qui tenait la ligne de front. J'ai descendu cette allée pavée de silence. Mes bottes frappaient le sol avec une cadence militaire, régulière et puissamment rythmique. Boum, boum, boum. Je ne me suis pas retourné, pour jeter un dernier regard à Robert. Je n'en éprouvais pas le moindre besoin. Je savais avec exactitude ce qu'il faisait. Il se tenait seul, pétrifié au milieu de l'immense pièce. Il était encerclé de verres brisés, et des restes en miettes de son ego surdimensionné. Tandis que le petit monde privilégié, qu'il croyait posséder, lui tournait définitivement le dos. J'ai atteint les lourdes portes en acajou. Je les ai poussées avec force, et l'air frais de la nuit de Virginie s'est engouffré pour m'accueillir comme une vieille amie. Ça sentait la pluie d'été et les aiguilles de pin. Une odeur propre, sauvage,
et revigorante. Je suis sorti sous le grand portique illuminé. Les lourdes portes se sont refermées dans mon dos, avec un claquement étouffé. Elles scellaient à tout jamais le bruit, le jugement constant, et la toxicité familiale à l'intérieur du bâtiment. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de cet oxygène chargé de liberté. Mes mains ne tremblaient plus du tout. La désagréable boule de stress dans mon estomac avait totalement disparu. J'ai marché d'un pas léger jusqu'à ma voiture, le gravier crissant joyeusement sous les semelles de mes bottes. J'ai levé les yeux vers l'immensité du ciel nocturne. Quelque part là-haut, à des milliers de kilomètres au-dessus des nuages, mes oiseaux d'acier volaient. Et dans 6 petites heures, je serais aux commandes pour les guider. Je n'étais pas une pauvre stagiaire. Je n'étais pas la nièce ratée. J'étais l'opérateur phénixin. Et pour la toute première fois en 32 ans d'existence, je ne possédais pas seulement un titre glorieux. Je possédais enfin la paix. 1 an plus tard, la lumière du soleil qui venait frapper mon bureau n'avait plus rien à voir avec la lumière fluorescente et bourdonnante du sous-sol. C'était un véritable soleil radieux, non filtré. Ses rayons affluaient à travers une somptueuse baille vitrée, allant du sol au plafond. Elle m'offrait une vue panoramique époustouflante sur la rivière Potomac, et sur l'aiguille de marbre blanc du Washington Monument, qui perçait le ciel d'azur. Je me suis adossé confortablement à ma chaise ergonomique de direction, savourant une longue gorgée de café. C'était un café de spécialité, torréfié corsé, et fraîchement préparé dans la belle salle de repos au bout de mon couloir. Une salle de repos lumineuse, qui ne sentait ni l'ozone, ni la peur de l'échec. J'ai levé la main, et j'ai caressé le col de mon uniforme de service impeccable. Les 2 barres argentées, symbolisant le grade de capitaine, avaient disparu de mes épaules. À leur place, trônaient désormais les prestigieuses feuilles de chêne doré, de Major. Major Lillian Yates. Cela me paraissait encore complètement surréaliste de le prononcer à voix haute. Dans la hiérarchie de l'armée, atteindre le rang d'officier supérieur constitue un véritable point de bascule. Vous n'êtes plus seulement un opérateur qualifié sur le terrain. Vous devenez un leader respecté. Vous façonnez les politiques de défense. Vous façonnez l'avenir de la nation. L'année qui venait de s'écouler avait été un tourbillon ininterrompu. Après le succès éclatant de l'opération Desert Hammer, et les retombées aussi calmes que brutales au fameux club des officiers, ma carrière n'avait pas seulement fait un bond en avant. Elle avait enclenché la post-combustion des réacteurs. Le général Thorne m'avait chaudement recommandé, pour intégrer le prestigieux cours de stratégie militaire avancée. Le colonel Davis avait rédigé une évaluation de performance dithyrambique, qui me faisait littéralement marcher sur l'eau. Mais le plus grand changement dans ma vie n'était pas le nouveau grade étincelant sur mes épaules. C'était le silence réparateur dans ma tête. Pendant 33 ans, mon monologue intérieur avait été une boucle de torture. Un cycle constant de doutes, sournoisement alimenté par les voix de mes parents, et les moqueries de mon oncle. Tu n'es pas à la hauteur. Tu as l'air trop dur. Tu n'es qu'une stagiaire. Tu es une déception cruelle. Aujourd'hui, ce silence mental était d'une incroyable paisibilité. C'était le silence rassurant d'une maison ancienne, qui avait enfin été exorcisée, et nettoyée de tous ses mauvais fantômes. Mon téléphone portable a vibré sur le luxueux bureau en acajou, bourdonnant avec insistance contre son sous-verre. J'y ai jeté un regard distrait. Nouveau message non lu. Expéditeur, Robert Rett. Je n'ai pas tressailli d'1 millimètre. Mon rythme cardiaque n'a pas grimpé en flèche. Mon estomac n'a fait aucun saut périlleux. J'ai très simplement reposé ma tasse de café fumant, j'ai pris le téléphone en main, et j'ai balayé l'écran du doigt pour le déverrouiller. Robert ne m'avait pas envoyé le moindre SMS, depuis si longs mois. Aux dernières nouvelles, la puissante entreprise de défense avait très discrètement, mais fermement, refusé de renouveler son juteux contrat de consultant. Une indispensable restructuration, disaient les communicants ADC. C'est le code poli, et hypocrite, pour signifier « vous êtes devenu un déchet radioactif ». La machine à rumeurs, qui se déplace bien plus vite que n'importe quel drone furtif, a vite confirmé qu'il avait été lentement, mais sûrement, évincé du sacro-saint circuit mondain. Les départs de golf UP à Army Navy devenaient impossibles à obtenir. Les invitations au dîner d'ambassadeurs se sont définitivement taries. Quand vous perdez votre honneur dans cette ville cruelle, on ne vous crie pas dessus en public. On vous efface de l'organigramme, purement et simplement. J'ai ouvert la boîte de réception du message.
ma grande. J'ai vu passer la grande annonce de ta promotion, dans l'Air Force Times. Major. Ouah, ce n'est pas rien du tout. Toute la famille se réunit pour un grand barbecue, ce dimanche. Ta mère m'a bien dit que tu étais extrêmement occupé par ton nouveau poste. Mais tu devrais vraiment venir. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. On devrait enterrer la hache de guerre, comme des adultes. La famille, ça reste la famille, n'est-ce pas? Affectueusement, oncle Bob. J'ai fixé les mots noirs sur l'écran blanc. 1 an plus tôt, la réception de ce simple texte m'aurait fait plonger, tête la première, dans une spirale d'angoisse. J'aurais suranalysé chaque virgule, chaque mot. Le pensait-il vraiment avec sincérité? Était-il enfin rongé par les remords? Devrais-je me forcer à y aller, juste pour préserver la paix fragile du foyer? Mais aujourd'hui, je lisais ce message pitoyable avec le détachement clinique d'un officier du renseignement chevronné, en train d'analyser un tract de propagande ennemi de bas étage. J'ai décortiqué les sous-entendus sans pitié. Il n'avait écrit à aucun moment « Je suis sincèrement désolé ». Il ne reconnaissait absolument pas l'humiliation publique du club. Il ne s'excusait pas une seule seconde pour les emails dangereux, le manque de respect constant, ou les nombreuses années passées à me rabaisser plus bas que terre. Au lieu de cela, le lâche utilisait les vieilles techniques d'accroche affective. Ma grande, une tentative grossière et subtile de rétablir sa domination patriarcale. Une façon de me rappeler que j'étais toujours une petite enfant fragile à ses yeux. La famille, c'est la famille, l'atout de culpabilité ultime du manipulateur. L'exigence perverse d'une loyauté inconditionnelle, en échange de l'espoir d'un amour conditionnel. Il ne me tendait pas la main parce que je lui manquais. Il me tendait la main parce que j'étais major de l'armée, maintenant. J'étais une étoile montante, qui brillait au firmament du Pentagone. Et Robert n'était plus qu'un homme vieillissant, qui se noyait dans l'obscurité terrifiante de l'anonymat. Il cherchait désespérément un canot de sauvetage doré, auquel s'accrocher pour ne pas sombrer. Il voulait parader à côté de moi lors d'un barbecue dominical, pour pouvoir raconter à son cercle d'amis, de plus en plus restreint, vous voyez le Major Yates. C'est ma nièce, et c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'elle sait de la vie. Il voulait me voler ma propre gloire, une ultime fois. J'ai regardé le curseur virtuel, qui clignotait inlassablement dans la boîte de réponse. J'avais le loisir de taper une réponse cinglante et furieuse. Je pouvais lui dire avec exactitude, où il pouvait se le carrer, son foutu barbecue familial. Je pouvais lui dire que j'étais parfaitement au courant de son licenciement. Qu'il était devenu la risée de tout Washington. Mais ensuite, j'ai senti quelque chose changer profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère ardente. Ce n'était pas de la haine recuite. C'était de la pitié, froide et distante. J'ai ressenti une profonde et immense tristesse pour le destin de cet homme. C'était un être qui avait gaspillé 63 ans de sa vie, à construire un monument à sa propre gloire. Seulement pour réaliser, au crépuscule de ses jours, que sa statue était faite de vulgaire papier mâché. Il avait couru après les grades prestigieux et le statut social toute sa vie, mais il n'avait absolument personne qui le respectait pour ce qu'il était vraiment. Il n'avait pas d'équipe soudée derrière lui. Il n'avait pas de famille de cœur pour le soutenir. Il avait juste un calendrier désespérément vide, et un téléphone de luxe qui ne sonnait plus jamais. Il était devenu minuscule. Et il devenait chaque jour de plus en plus petit, flou et insignifiant, dans le rétroviseur de ma brillante vie. Le combattre n'était plus du tout nécessaire. On ne s'épuise pas à se battre contre un vieux fantôme. On passe simplement à travers lui, en continuant sa route. Je n'ai pas tapé la moindre lettre de réponse. Je ne l'ai pas bloqué dans mes contacts non plus. Bloquer quelqu'un de son téléphone, implique de lui accorder de l'importance, et de lui avouer qu'il a toujours le pouvoir de vous agacer. Au lieu de cela, j'ai posé mon pouce sur la bulle du message, et j'ai glissé l'écran vers la gauche. Une petite case grise est apparue, contenant un seul mot, archivé. J'ai tapoté fermement dessus. Le message de Robert a disparu de ma boîte de réception. Classé, et jeté dans l'éther numérique. Loin des yeux, loin du cœur. Stocké dans les profonds congélateurs de l'histoire familiale, là où était sa véritable place. J'ai posé le téléphone face contre le bois du bureau. Major Yates. J'ai levé les yeux, arraché à mes pensées. Sarah, qui arborait désormais fièrement les insignes de capitaine Sarah Miller, se tenait dans l'encadrement de ma double porte.
Elle tenait une tablette tactile de la main gauche, et souriait à s'en décrocher la mâchoire. L'équipe au complet descend à la cantine. Mike dit que si vous refusez de venir manger avec nous, il va raconter à tout le plateau, la fois où vous avez essayé de chanter Bohemian Rhapsody au karaoké de la base. J'ai éclaté de rire. C'était un vrai rire libérateur, un rire franc, sonore et heureux, qui venait du fond du ventre. Ce crétin n'oserait jamais faire ça, ai-je dit, en me levant de mon fauteuil de direction et en attrapant ma casquette d'officier. Essayez-le pour voir, m'a défié Sarah, les yeux pétillants de malice. Il se sent particulièrement courageux et suicidaire, aujourd'hui. J'ai contourné l'immense bureau. Les talons de mes chaussures de ville cirée claquaient avec élégance sur le sol brillant. J'ai regardé ma jeune capitaine Sarah. J'ai admiré ses yeux brillants d'intelligence, et son sourire d'une sincérité désarmante. J'ai repensé avec émotion au général Thorne, qui m'avait fait livrer une bouteille de bon scotch, du vrai scotch, tourbé à souhait le jour de ma cérémonie de promotion au grade de major. C'était bel et bien ça, la réussite. C'était la table magnifique, qui avait été dressée spécialement pour moi. Pas celle, misérable et empoisonnée, que Robert voulait imposer, mais celle que j'avais construite de mes propres mains. Planche après planche. Victoire après victoire. Allons-y, capitaine, ai-je lancé, revigoré. Je meurs de faim. Je suis sorti de mon bureau spacieux, en laissant sciemment le téléphone personnel sur la table. Je n'ai pas jeté un ultime coup d'œil nostalgique, à la vue imprenable sur le monument historique de la ville. Je n'ai pas accordé une seconde pensée au message misérable, fraîchement archivé. J'ai rejoint le couloir animé, pour y retrouver mon équipe. Ma vraie famille. L'oiseau phénix avait rejailli des cendres de son passé, plus fort, plus grand, et auréolé d'or. Et en plongeant mon regard le long du vaste corridor qui menait vers l'avenir, j'ai réalisé la plus importante, et la plus belle de toutes les vérités de ce monde. Le ciel est d'une grandeur infinie, et il n'y a absolument aucune place là-haut, pour les gens minuscules qui essaient de vous tirer vers le bas. Merci, du fond du cœur, d'avoir marché sur ce long chemin de résilience à mes côtés. J'ai partagé mon histoire personnelle, non seulement pour démasquer et punir publiquement des hommes comme Robert, mais surtout pour vous rappeler une chose essentielle. Votre valeur intrinsèque n'est jamais, au grand jamais, définie par l'incapacité navrante de quelqu'un d'autre à la voir briller. Si vous êtes encore enfermé dans votre propre sous-sol en ce moment même, ne désespérez pas, et continuez à travailler avec acharnement. Votre heure de gloire approche à grands pas. Si ce récit de vie vous a donné de la force et de l'espoir, cliquez sur j'aime, et abonnez-vous à cette chaîne pour nous soutenir. Cela nous aide énormément, à partager plus de voix puissantes qui ont besoin d'être entendues de tous. Et pour finir, je veux vous entendre à mon tour. Avez-vous déjà eu le courage de couper les ponts avec un membre toxique de votre propre famille, pour sauver votre propre tranquillité d'esprit et votre avenir? Racontez-moi votre histoire en détail, dans l'espace des commentaires. Je vous lirai avec la plus grande attention. Restez fort, et ne baissez jamais les bras.